Alors, eh ben oui, on va parler de grands reportages. On va parler de guerre, du récit de guerre, et puis avant, on va dire un mot pour les victimes d'une rue dont la France a entendu beaucoup parler, ici à Marseille. Voilà, quand on est venu hier soir, tout le monde nous en a parlé, ce matin encore. Et donc, quelque part, cette soirée avec vous leur est dédiée, comme elle est dédiée aussi à toutes ces victimes de la guerre actuellement en Ukraine et d'autres, à nos consoeurs, confrères. Voilà, les choses sont dites, elles sont en bienveillance avec toutes ces personnes. Donc, bonsoir, merci d'être là, grandement. On va parler donc du récit de guerre, et quand on parle du récit de guerre et qu'on est du prix Albert Londres, eh ben oui, bien sûr, on va juste commencer avec quelques paroles, quelques mots d'Albert. Vous allez voir, c'est un personnage qui est sympathique pour ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui le connaissent aussi. Et donc, on est en juillet 1917. Pour une des rares fois, Albert Londres parle un petit peu de son métier et de en quoi ça consiste. Et donc, il dit ceci. Les Boches ont dévasté une partie de la France, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque. Et moi, je vous invite à voir ce que je vois. Aussi de ceux qui n'aperçoivent plus distinctement le paysage tragique de la guerre, parce qu'ils leur est trop familier ou qu'ils en sont trop loin. Eh bien, que tout cela vienne avec moi. Je vous amène, vous allez venir avec moi sur le terrain et je vais vous raconter ce que je vois, nous allons voir ensemble. Vous voyez, cette fonction de voir, de raconter, d'être sur le terrain, Albert Londres, une des rares fois, dit à quel point ça le préoccupe et ça le structure. Ça structure son écriture, ça structure son exercice. Et c'est le fondement même du reportage. Alors, je suis très fier d'avoir à mes côtés trois grands reporters, reportrices, je crois qu'on dit ça, hein, ou reporteuses, je ne sais pas trop. Non, hein, toujours dire reporter, mais on pourrait féminiser, effectivement. Reportereux. Reportereux. Et donc, voilà, ils sont tous et toutes formidables, réellement. Certains ont été primés l'année dernière, les deux femmes qui m'entourent. Et puis Michel Moutot, lui, a été primé en 1872. Il ne fait pas son âge. Alors, je vais leur demander aux unes et à l'autre de se présenter et de nous dire ce que furent leurs terrains de guerre. Alexandra. Donc Alexandra Jousset, je suis reporter, journaliste et réalisatrice à l'agence de presse CAPA. On travaille pour à peu près toutes les chaînes de la télé, mais principalement pour le service public, pour les sujets qui m'intéressent. Le premier conflit que j'ai couvert, c'était en 2009, c'était à Gaza. La guerre, j'ai couvert du côté israélien, puis du côté palestinien. Voilà. Et depuis, j'ai été, je vais pas te la liste, j'ai été au Yémen, au Tchad, en Libye, en Centrafrique, en Afghanistan, en Iran. C'était pas la guerre à proprement parler, mais c'était une guerre dans la rue et vraiment des manifestations qui s'apparentaient à de la guerre. Donc voilà, j'ai une petite expérience de ligne de front en Israël et ailleurs, mais c'est surtout des ambiances de pays en guerre, où la guerre est généralisée, que j'ai vécu et dont je pourrais vous témoigner. Non, je pourrais témoigner, pardon. Margot. Bonjour, merci à tous d'être venus. Moi, je suis Margot Venn, je suis journaliste au service étranger du Figaro et je fais du documentaire à côté. J'ai longtemps été journaliste indépendante aussi, donc j'ai aussi fait un peu de radio. Voilà, donc moi j'ai vécu pendant un peu moins d'un an au Soudan. Donc là c'est pareil, c'était une guerre assez particulière qui se passait surtout dans des provinces reculées, donc qu'on ne percevait pas vraiment quand on était dans la capitale. La capitale c'était plutôt la dictature, la lourdeur, la pesanteur d'une dictature, mais on n'avait pas la guerre au jour le jour. Il fallait
aller la voir dans les provinces, dans les campagnes. J'ai vécu aussi en Centrafrique environ 1 an, où là c'était aussi la guerre quelque part présente dans certains quartiers de la capitale, mais voilà, juste à travers quelques escarmouches, des grenades jetées dans des quartiers, des maisons, etc. Mais là, encore une fois, la guerre à proprement parler, comme on se l'imagine souvent, elle était également plus dans les provinces. Et puis ensuite, j'ai couvert à distance des guerres au Moyen-Orient et juste au Moyen-Orient, mais à distance, c'était assez frustrant au bureau Moyen-Orient Afrique du Nord de l'AFP, où je recevais le travail des autres qui avaient la chance d'être sur place. Et puis ensuite, j'en ai eu un peu marre, donc je suis partie vivre en Afghanistan, où je suis restée environ, j'essayais avec Alexandra de me rappeler combien de temps, mais je ne me rappelle plus exactement combien de temps, mais environ 3 ans et demi à vivre vraiment là-bas, et puis ensuite à y retourner, à y passer le plus clair de mon temps, et puis un peu la moitié de mon temps, et puis maintenant, quand je peux. Voilà, et là, encore une fois, l'Afghanistan, c'était un pays en guerre, depuis très longtemps, depuis plus ou moins 40 ans. Mais encore une fois, on ne percevait pas la guerre à proprement parler dans Kaboul. C'était plus les attentats, etc. La guerre à proprement parler, comme on se l'imaginait un petit peu plus, a été aussi dans les provinces. Et l'Ukraine, que je couvre depuis un peu plus d'1 an, c'est la première fois, en tout cas pour moi, que j'avais affaire à une guerre avec des tranchées, avec des soldats qui se tirent dessus, avec des bombes, des missiles qui tombent. Enfin voilà, pour moi c'était la première fois que je couvrais un tel conflit. Michel. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Michel Moutot, je suis journaliste à l'AFP depuis 1986, donc ça commence à faire un bail, et j'ai commencé en fait avec la fin de la guerre du Liban en 89, parce que j'étais correspondant à Beyrouth pendant 4 ans. Ensuite j'ai enchaîné avec les guerres de Yougoslavie, que j'ai couvert entièrement, du début à la fin. En fait, j'ai passé pratiquement 2 ans enfermé pendant le siège de Sarajevo, à l'intérieur de la ville, avec la population. Ensuite, j'ai couvert le Kosovo, les guerres en Afrique. J'ai pas fait vraiment le compte, mais j'en ai fait quelques-unes pour l'agence. Et la dernière en date, en fait, j'étais en Afghanistan juste après, un mois après la chute du pays aux mains des talibans, où là, c'était plus la guerre, en fait, c'était même assez paradoxal, parce que tout d'un coup, le pays s'est ouvert et une guerre qui a duré pendant si longtemps venait de se terminer, et ça nous a permis d'avoir accès à des endroits où Margot, par exemple, qui était l'année d'avant, pouvait absolument pas aller. Donc voilà, c'est une expérience qui date de quelques années maintenant. Donc, vous voyez, tout le monde est là. C'est-à-dire pas de gilet multipoche avec des gens qui sont super musclés. Il y a des femmes, beaucoup, qu'on voit de plus en plus sur le terrain, musclés aussi, évidemment. Et puis également des hommes d'expérience, mais qui parlent avec la sincérité de la présence sur le terrain. Et donc, pour commencer cette session, si vous voulez, on va revoir quelques images qui sont emblématiques d'un certain nombre de conflits et qui, à chaque fois, sont des balises d'une question donnée sur le reportage de guerre. Donc, plus que l'évocation de chacune de ces guerres, c'est surtout les questions qu'elles posent. La grande question étant celle qui sert de titre à cette rencontre, c'est « Reporters de guerre, combattre pour la vérité », évidemment. La vérité souvent présentée avec cette parole qui vient en fait d'un vieil homme politique anglais à l'époque qui parlait de l'esclavagisme au Congo, c'est que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Eh bien, en fait, non, c'est la première question. Et c'est le premier lieu de combat, c'est le premier terrain d'exercice du choc, qui est la question de la vérité, la question des faits. Alors, cette question, nous la vivons de manière préoccupante, inquiétante, tous les jours davantage, avec l'Ukraine. Maintenant, on nous parle aussi de Taïwan. Et donc,
voyons l'Ukraine et on va commencer à voir ce premier sujet qui avait été tourné dans une gare, pardon, je suis sûr que vous vous en souvenez. On va tout de suite passer ces images d'un reportage de France 2 de Maryse Burgot. 2 missiles viennent de s'abattre sur la gare de Kramatorsk. Des corps jonchent encore le sol près des quais. Des civils tués alors qu'ils tentaient de fuir en train. Tout a explosé tout d'un coup. Beaucoup de gens sont morts. Nous connaissons très bien cette gare. Nous y tournons depuis 3 jours. C'est l'endroit où sont rassemblés les civils qui quittent cette région est de l'Ukraine. Une femme est en larmes. L'un de ses proches a été tué sur le coup. Plus loin, une peluche sur le quai. Et devant la gare, un homme hébété. Il venait d'arriver avec sa grand-mère au moment de la frappe. Je viens juste de sortir son corps sans vie de la voiture. J'étais parti acheter des cigarettes là-bas et ça a bombardé. Et j'ai vu que ma grand-mère était morte. J'ai couru pour aider des gens plus loin, un peu plus loin là-bas. Devant la gare, cette femme, elle voulait partir. J'ai eu de la chance, j'étais de l'autre côté des quais. Devant la gare, sur la pelouse, l'un des 2 missiles russes, avec cette inscription. Elle signifie « Pour nos enfants ». Ce sont les fascistes russes. Ils ont même écrit sur cet engin que c'était pour venger leurs enfants. Stupéfiante attaque, car voici à quoi ressemblait cet endroit où nous étions ces derniers jours. De longues files d'attente pour tenter de prendre un train vers l'ouest du pays. Et à l'intérieur, une gare bondée en permanence. Un endroit désormais synonyme de violence aveugle. Beaucoup de blessés sont encore entre la vie et la mort dans les hôpitaux de la région. Voilà ces images qui sont terribles. L'horreur d'un missile qui tombe sur une population qui est là en attente, le train, la gare. Ce soir, on a autour de la table des gens qui pratiquent cet exercice du reportage, mais chacun sous des angles et des manières de faire particulières. Alors, je vais demander à Michel, qui, vous voyez, est toujours, bien sûr, connecté avec son téléphone, hein, c'est l'homme de l'agence France Presse. Quand il y a une horreur comme celle-là, qu'est-ce qui se passe à l'agence France Presse ? Alors, moi j'étais pas à Kramatorsk, évidemment, mais j'étais à Sarajevo en 93, si je me souviens bien, au moment où un obus de mortier est tombé sur le marché Marcalé. Oui. Un petit marché fermé, un énorme mortier de 120. C'est un calibre qui est tellement énorme qu'il est normalement interdit par les conventions de Genève. Et donc cet obus est tombé au milieu du marché un jour de marché, donc le marché absolument bondé. C'était un massacre. Et c'était un massacre absolument terrible. Il se trouvait que c'était à 300-400 mètres donc, de l'Holiday Inn, donc l'hôtel où nous habitions, où nous travaillions. Donc on a entendu là directement la détonation, en comprenant que c'était tout près et que c'était très fort. Et on est arrivé vraiment très vite, quelques minutes après. C'est objectivement une des choses les plus affreuses que j'ai vues de ma vie. Hein. J'ai de la chance de ne pas faire de cauchemar, mais si j'en faisais, ce serait vraiment ça. Parce que ça fumait encore. Il y avait au milieu de ce marché des tables en métal, les étals, qui ont été projetées contre les murs et sont revenues et ont fait comme une espèce de moulinette géante, en fait, qui a haché menu la totalité de la population. Il y a eu, dans mon souvenir, 70 ou 80 morts. On a été conduit à expurger beaucoup d'images, tellement elles étaient... C'était insupportable. Moi, je me souviens très bien. J'ai jeté mes chaussures, parce que l'expression patauger dans le sang, on avait du sang jusqu'à peu près à la cheville. Là, il se trouve que pour l'agence, à la fois, c'est évidemment absolument terrible, mais je pense que c'est un réflexe que nous avons tous, hein, c'est-à-dire que ton travail te protège.
du choc, justement. C'est-à-dire que moi, si je sors d'ici, que je tombe sur un accident de la circulation terrible avec des victimes, je serais comme tout le monde, complètement bouleversé par ce que je vois. Là, je suis en reportage, je suis là pour l'AFP, donc le premier but, c'est essayer de prendre la mesure de ce massacre et de savoir combien de victimes. Et quand vous arrivez comme ça assez vite derrière, ben, vous n'avez personne pour vous le dire, donc en gros, vous commencez à compter les corps. Ce qui peut être... mais moi, je sais que mon carnet, un petit peu comme les caméramens avec leurs caméras, les photographes avec leur appareil photo, le fait d'avoir une mission vous protège de l'horreur de ce que vous voyez. Et donc, le but, c'est de savoir combien il y a de morts. C'est-à-dire commencer à établir les faits, les premiers faits, les premiers indices de faits. Évidemment, un obus a été tiré. Qui a tiré cet obus? Ça a été une controverse qui a duré des mois, voire des années. En gros, on ne saura jamais, parce que l'artilleur qui a tiré a été assez malin, entre guillemets, pour avancer dans un no man's land où il y a normalement personne. Donc, en fait, les deux camps ont été successivement soupçonnés d'avoir tiré cet obus. Mais vous, en tant que reporter, vous avez... Alors, moi qui écris des dépêches, des papiers, et qui ne fait pas d'images, votre première chose, et votre aussi première protection, je pense, c'est comment vais-je trouver les mots assez forts pour raconter une horreur pareille. Ce qui n'est pas facile, en fait. Et donc, vous voulez être à la hauteur de l'événement. Moi j'étais aussi le correspondant à New York au moment de la chute des tours jumelles. Et je me souviens très bien que mon premier réflexe, quand j'ai pu, vers 14h, donc les tours sont tombées vers 10h, 4 heures plus tard, quand j'ai pu approcher à pied, parce que la police de New York nous a laissé passer de ce qu'on n'appelait pas encore Grande Zéro, après 30 secondes de pur hébétement, c'est-à-dire vous restez là, la bouche ouverte, et vous essayez de croire à ce que vos yeux sont en train de voir, c'est-à-dire 110 étages compactés sur 6. Je me souviens de 6 parce que j'ai compté les étages d'un immeuble à côté. C'est des tours que je connaissais très bien. Moi, le World Trade Center, il y avait très régulièrement des conférences de presse au sommet. Mais donc, il y a l'urgence de l'établissement des faits. Toi, tu es une agence de presse. Donc, il y a les premières dépêches qui doivent annoncer et peu à peu vous développer. Et le problème étant que, on parle souvent du brouillard de la guerre, vous avez, dès qu'il y a un événement aussi énorme, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'abord et avant tout une immense confusion. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Ça a l'air simple des jours ou des semaines plus tard, mais sur le moment, et nous, on est vraiment un média de l'immédiateté, vous allez pouvoir raconter, expliquer ce que vous voyez et ce dont vous êtes sûr. Et souvent, c'est pas grand-chose, en tout cas au début. Margot, donc toi, tu es un reporter de terrain, comme Michel, mais toi tu écris pour un journal, donc la temporalité n'est pas la même, parce que lui doit sortir la dépêche, il y a aussi la concurrence des autres agences, et en plus ces dépêches seront reprises par beaucoup de médias, c'est une responsabilité éditoriale forte. Toi tu as aussi une responsabilité qui consiste également à raconter ce que tu vois, mais pour un papier, le soir. Là, on ne va peut-être pas parler tout de suite du numérique, mais donc ta fonction, c'est un peu ce qu'on a vu avec Burgot, la reporter de télévision, mais toi, pour la presse écrite. Oui. Je ne sais pas trop quoi raconter. En fait, des scènes comme celle-ci, comme celle qu'on vient de voir à l'image, malheureusement, en Ukraine, c'est quand même des scènes extrêmement fréquentes, à tel point que souvent, quand je suis en Ukraine et qu'il y a une frappe sur un bâtiment, j'ai pas toujours le temps, ou je ne m'accorde pas toujours le temps de m'y rendre. À chaque fois, j'essayais d'y aller, et puis je me suis rendu compte que si j'y allais à chaque fois, je ne faisais que ça, et que finalement, ça ne servait pas à grand chose. Ou alors, j'essaye de trouver une manière de raconter une histoire autour de cet événement. La manière, c'est ce qu'on appelle l'angle.
L'angle, oui, voilà. Un angle, c'est en fait l'angle d'un reportage, ça va être le trou de serrure par lequel vous allez passer pour raconter une histoire. Au lieu de raconter, par exemple, un sujet trop vaste, voilà, en le prenant de manière un peu trop macro, comme ça, ou au lieu de raconter une frappe qui s'est déroulée, vous allez réfléchir à une manière un petit peu détournée de raconter la guerre. Est-ce que lorsque vous vous déplacez sur le site de cette frappe, il y a essentiellement des enfants? Est-ce que ce sont essentiellement des familles parce que les hommes sont partis combattre? Est-ce que le bâtiment qui a été frappé était un hôpital ou une clinique? Enfin voilà, et en fait sur la base de ce que vous allez voir, vous allez tenter de raconter de manière plus large la guerre et ce qui s'y déroule, au lieu de vous cantonner à l'incident précis que vous rapportez. Donc c'est vrai que quand on travaille pour un journal, on a souvent le loisir de prendre un peu plus de temps, de raconter, de faire des articles un peu plus longs, plus fouillés. On va essayer d'aller rencontrer des membres de la famille, des victimes. On va essayer de faire un peu la tournée des hôpitaux, etc., pour savoir à peu près ce qui s'est passé, combien de victimes il y a eu, parler à des blessés peut-être qui ne sont plus sur le site de l'attaque, etc., etc. On va prendre le temps peut-être aussi de remarquer des détails qui ne se repèrent pas tout de suite quand on arrive sur le site d'une attaque, en l'occurrence. On va y rester un petit peu plus longtemps. On va remarquer le fer à repasser qui était en dehors de la boîte. Peut-être que la personne était la peluche. Enfin voilà, des choses comme ça. Voilà. Et donc on peut s'attacher à des détails qui peuvent peut-être humaniser ce qui vient de se passer. Qui était présent? Qui est-ce que ça a affecté? On va peut-être rencontrer une personne qui est au coin de la rue, qui peut raconter parce qu'elle s'est un peu éloignée, parce qu'elle avait besoin de s'éloigner. On peut trouver toutes sortes de manières de raconter l'histoire. D'enrichir le fait que lui, Michel, a constaté et envoyé, comme on dit, sur les fils. Alors, Alexandra, toi, tu vises... Moi, je ne suis pas là, moi. Oui, toi, je ne suis pas dans ces attaques. Voilà. En revanche, tu te questionnes et tu vas les questionner et essayer d'en savoir beaucoup plus pour savoir, par exemple, qui a décidé de cette frappe, qui a opéré la frappe, dans quel projet, dans quel but. Oui, nous, sur le documentaire, on est sur du temps beaucoup plus long, donc on ne sera jamais là au moment de la frappe. Après, et avec de l'image. Et avec de l'image aussi. Donc on va se servir des images qui sont tournées par d'autres, qui sont là, aussi des agences. Mais effectivement, nous, en tout cas de l'agence, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est du documentaire d'investigation. Tu parles de CAPA, mais les cases pour lesquelles on travaille, donc pour le service public, on essaye, par exemple, si je devais raconter ça, d'analyser la munition qui est tirée, de savoir d'où elle est tirée et de savoir quel genre de régiment était à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça raconte sur le régiment? Par exemple, on a un prochain film qui sort dimanche sur la Russie. Ça pourrait être un exemple. On essaye de raconter comment est-ce que la Russie exporte sa propre violence. Et on peut se servir de ça pour raconter que, c'est l'exemple de Boutcha en fait, que les gens par exemple qui ont commis des atrocités à Boutcha sont des gens qui étaient eux-mêmes dans des casernes où on retrouve 6-7 cadavres de soldats par mois qui se sont suicidés suite aux violences qu'ils ont subies. Voilà, nous notre travail c'est d'essayer de mettre les choses en perspective sur un récit plus long. Et on est obligé de se baser sur le travail que nos collègues font aussi, eux, de récolter ces informations. Le premier constat, toi, tu creuses et tu apportes comme ça des éléments d'information qui peuvent éventuellement servir à quelque chose dont on parle beaucoup. Ça veut dire documenter plus profondément un fait et peut-être que ça soit utilisé à terme par la justice internationale. J'allais dire c'est un peu le Graal ça, mais c'est pas notre métier de travailler pour la justice internationale. Ce que je peux vous donner comme exemple, par exemple, c'est que là on m'a proposé de venir témoigner dans des parlements ou ailleurs parce qu'on a fait donc le film sur Wagner. Et aujourd'hui, suite à ce qui se passe en Ukraine, il y a énormément d'atrocités. Encore une vidéo qui est sortie il y a 2 jours. On voit un soldat de Wagner égorgé vivant.
un soldat de l'armée ukrainienne, une vidéo absolument insoutenable. Et en fait, c'est des méthodes de l'armée russe qui sont en train de s'exporter partout, et sur des méthodes du voyou qui est à la tête de Wagner, qui est Evgeny Prigojine. C'est une généralisation, une banalisation de cette violence. Et par exemple, on a invité beaucoup auprès de l'Union européenne ou dans les parlements français ou anglais pour militer pour que le groupe Wagner soit mis sur la liste des organisations terroristes. Aujourd'hui, elle n'est pas encore sur la liste des organisations terroristes. Et ça, effectivement, le travail qu'on fait depuis 2 ans, 3 ans, de documenter tous les crimes de guerre qu'on peut documenter, de continuer à publier régulièrement, de s'entraider avec d'autres journalistes du monde entier pour continuer à enquêter là-dessus. Oui, l'idée, c'est que notre travail porte ses fruits en termes de justice. Oui. Comme en d'autres temps, des journalistes du Rwanda ou de Yougoslavie ont pu témoigner à la barre des cours de justice internationales. Alors, juste 2 mots sur le fait, vous avez compris, l'enjeu c'est d'aller y voir ou d'aller y enquêter et de faire en sorte qu'on puisse raconter par la suite. Alors, ce sont des vieilles choses, donc je vais aller très vite là-dessus, mais on l'oublie souvent, ça n'a rien de naturel en fait. Ça a été inventé comme type de récit. On ne va pas parler ici. Alors, il y a toujours un type qui dit on ne va pas parler et qui en parle quand même, ça va être mon cas. Homère, par exemple, raconte, lui, une guerre, la fameuse guerre de Troie. On ne sait pas si elle a vraiment existé, si lui-même a existé, une histoire de dames, et puis voilà, on enlève quelqu'un et tout à coup on déclenche une guerre. Mais c'est un premier grand récit et c'est un poème. Et donc, un des premiers grands récits de l'humanité, c'est une guerre. Et en fait, on peut penser que le journalisme tire son origine du récit de guerre. Là, ce soir, en évoquant cette question, on parle de l'origine profonde du journalisme, c'est-à-dire les grands récits qui eux-mêmes sont nés au cours de guerre, dans des circonstances de guerre. Ensuite, il y a Hérodote qui arrive, lui c'est 3-4 siècles après Homère, et qui lui va commencer à dire que vraiment pour pouvoir parler d'une guerre entre Sparte et Athènes, par exemple, il faut aller y voir. Et la condition sine qua non, c'est voir. Cette idée c'est les yeux qui témoignent plus que les oreilles. Mais les yeux ne servent pas toujours et peuvent être trompeurs. Et donc, il y en a un autre qui arrive, alors qu'il lui porte un nom terrible. Alexandra m'a dit, dès que tu vas le prononcer, tout le monde va tomber en catalepsie. C'est Thucydide qui lui dit, oh, Hérodote, il raconte beaucoup de bêtises parce qu'il croit que ses yeux, il ne vérifie pas. Il ne recoupe pas. Et Thucydide va dire, faut recouper. C'est 4 siècles avant Jésus-Christ. Hein. Vous voyez que la question de la vérité, elle agite les grands récits. Et donc, lui, il dit, moi, je suis un ancien général, il a perdu la guerre du Péloponnèse, il s'en mord les doigts, il ne veut pas que les massacres dont parle Michel se renouvellent, et donc il dit, faut vérifier, je vais vous raconter cette guerre, mais tout sera consigné. Et c'est vrai qu'il consigne la météo, il consigne le nombre de vivres qu'il y a, d'hommes qu'il y a dans chaque bataille, il documente, comme dirait Alexandra. Et donc, vous voyez qu'il y a les fondements même du reportage, c'est-à-dire qu'il faut aller voir, il faut être sur le terrain, et il faut recouper en toute rigueur. Et ça, quelque part, Albert Londres sera un des continuateurs, entre guillemets, de cet art de faire là l'info. C'est le début d'une information, c'est ce qu'on appelle même la déontologie, un autre mot qui parfois donne envie de se barrer alors que c'est le fondement du métier. C'est l'art de faire du métier. Et c'est ce que nous établissons ce soir ici au MUSEM avec le Temps des Archives et l'INA. Donc voilà, sachez ça parce qu'on n'est pas assez conscient du fait que ça a effectivement une histoire et qu'on s'inscrit dans cette histoire. Et à propos d'histoire, on va voir un film balise absolue de l'histoire des grands récits de guerre, et celui-là est en image, c'est la section Anderson, c'est Pierre Schoenderfer.
On va voir un extrait de ce reportage qui a été couronné par un Oscar. C'est un film absolument remarquable. Schoenderfer était déjà présent et avait tourné tout un film dans la guerre à Dien Bien Phu. Ce film a été saisi à l'époque. On n'en a retrouvé aucune image, mais celui-là, tourné avec l'armée américaine au Vietnam, vous allez voir, on est au plus près des scènes de combat. Don't worry about that. Sure he's in the son of a bitch wounded me, goddammit. Owens vient d'être blessé. I wouldn't bring a medevac in here. I'm going to try it, over. I'm getting a little dizzy, so if I don't make it, just wish me luck, okay? I'm going back to 6. Give me my helmet. 6 is location. 1-6-1-5 in your. I'm gonna go along with this Romeo. In case something happens, I can get okay. One man, Thorne, help him across, will you, man? Somebody give me a hand. Stick with the gun. He's gonna try and make it back now. Stay low. Thorne! Move out. Chers amis, ouais, voilà, excusez-moi, j'avais dit qu'on irait au bout et puis je me rends compte que pris comme ça en extrait, on voit surtout des hommes qui tirent et c'est un peu roboratif, si j'ose dire. Et en fait, ce film, pour lui rendre justice, montre aussi le hors-champ. C'est-à-dire qu'il montre le désœuvrement, il montre la drogue, il montre énormément d'aspects totalement méconnus à l'époque du public américain. Et on le dit souvent, ça fait partie des images qui ont peu à peu, comment dire, éloigné l'opinion américaine de cette guerre et qui ont pu tenter ou apporter des éléments pour y mettre fin. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est, derrière ces images, c'est l'accessibilité au front, l'accessibilité au combat. Est-ce que, dans vos terrains que vous avez connus, cette question est facile? Est-ce que, par exemple, en Ukraine, en ce moment, c'est très simple d'aller au front et de voir ce qui s'y passe, Margot? Toi qui as fait un certain nombre de sujets là-dessus. Alors, simple, non, pas tellement, surtout que les Ukrainiens, depuis le début du conflit, ont de plus en plus verrouillé l'accès au front. En revanche, il est possible, par des chemins de traverse, c'est-à-dire des contacts de contacts, l'ami d'un traducteur ou d'un fixeur, on en parlera ensuite, qui connaît un tel, ou même un ami d'amis, là ça commence à faire plus d'un an que je couvre
ce conflit, donc je commence à connaître certains soldats qui d'eux-mêmes me disent « Ah, on va peut-être aller là, est-ce que ça t'intéresse ?» etc. Enfin, parfois, ça colle parce que je suis sur place, parfois ça ne colle pas parce que je ne suis pas sur place, ou voire je suis en France. Mais Margot, excuse-moi, est-ce qu'il y a des cartes, il y a des autorisations écrites? Comment ça marche? Alors, pour travailler en Ukraine, aujourd'hui, il faut de toute façon avoir un permis de travailler qui est délivré par l'armée, par le ministère de la Défense. Et c'est un permis de travail pour journalistes, mais avec le logo des forces armées ukrainiennes. Et donc, il faut impérativement avoir ce laissez-passer pour pouvoir accéder, pas seulement au front, mais il y a plein d'endroits qu'on peut appeler le front en Ukraine, mais voilà, même dans des villages qui se trouvent près du front, des villages bombardés, etc. Il faut avoir ces documents-là, et puis de toute façon, on ne peut pas y échapper, puisqu'il faut le montrer à chaque checkpoint, et qu'il n'y a que ça en Ukraine, des checkpoints. Donc, il faut toujours être muni de ce document-là. Ensuite, effectivement, si on veut accéder au front, il faut en faire officiellement la demande. La demande est souvent rejetée, de plus en plus en tout cas. Et donc, si on veut accéder au front, comme je disais, il faut de plus en plus trouver des moyens détournés. Et c'est un petit peu compliqué puisque voilà, un soldat, un commandant d'unité, finalement, ça ne lui apportera rien d'amener avec lui un ou une journaliste. En revanche, il risque de se faire taper sur les doigts si son commandement s'en aperçoit. Donc lui, il n'a que à perdre à amener un ou une journaliste sur le front. Donc il y en a qui acceptent, et puis il y en a d'autres qui n'acceptent pas, et puis c'est le jeu, et puis ça se fait. Finalement aussi, c'est une question de confiance. On rencontre la personne 2 fois, et puis la 3e fois, elle dit bon ok, etc. Et puis finalement, comme le front est assez mouvant, changeant, et qu'on ne sait pas totalement ce qui va s'y passer d'un jour sur l'autre, et bien parfois on nous amène à des endroits où on pense qu'il ne va pas se passer grand-chose, et finalement il se passe quelque chose, ou l'inverse aussi. Ouais. Donc voilà, c'est une question. Voilà, c'est une question de chance aussi. Michel, l'accessibilité, c'est un enjeu pour quelqu'un d'une agence de presse? Bien sûr. Alors, il faut d'abord comprendre que les exigences et ce qu'on doit faire sur une zone de guerre sont différentes si vous faites de l'image ou si vous faites du texte. Ouais. Moi, par exemple, qui travaille régulièrement avec des photographes, avec des vidéastes de l'agence, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes exigences. Eux, en gros, dans le cadre, il faut qu'ils aient des flammes et de la fumée, sinon la photo n'est pas bonne. Moi, je me suis aperçu très tôt, en fait, dès les premiers conflits que j'ai couverts, que être au front avec les gars qui combattent, qui sont terrorisés, hein, parce qu'ils ont très peur. Ils tirent, mais ils ont peur de mourir. Il y a une montée d'adrénaline. En fait, moi, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait pas mal à Sarajevo, où, comme disait Margot, en connaissant les gars, au bout d'un moment, ils vont vous amener. Mais moi, je me suis aperçu que pour mes papiers, en fait, c'est pas si intéressant que ça. Parce que on va tirer, on va recevoir on va se faire tirer dessus, mais quelque part, l'histoire, elle n'est pas là. Et moi, c'est souvent, en fait, en 2e ligne, là où les gars se reposent, mangent, dorment, qu'ils ont plus de temps, ils ont moins peur, ils ont plus de temps pour vous raconter leur vie, pourquoi ils sont là, pourquoi ils combattent, d'où ils viennent. Et la vraie matière du papier, moi, elle est là. Hein. Donc la vérité de la guerre n'est pas forcément au feu de la guerre. Si vous faites de l'image, oui. Ouais. Moi, il m'est arrivé assez régulièrement de laisser mes photographes aller genre 150 mètres devant moi parce ils voulaient voir les gars tirer sur leurs armes et avoir les flammes qui sortent du canon, et moi rester avec les gars en 2e ligne qui allaient me raconter leur vie. Bien sûr. Il est aussi possible de faire les deux, c'est-à-dire qu'on sait qu'en première ligne, on ne va pas avoir l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous raconter leur histoire familiale, etc. Mais on va les voir quand même en situation, c'est-à-dire qu'on va suivre leur métier, en fait, le cœur de leur métier, le combat. On va voir comment ils réagissent. Est-ce que le petit jeune qu'on a vu qui avait 18 ans, eh bien, comment est-ce qu'il réagit sur le front, qu'est-ce qu'ils font, en fait, puisque c'est ça aussi qu'il faut montrer. Et puis ensuite, dans un 2e temps, ou bien au préalable, on les aura interviewés plus longuement à l'arrière, effectivement, quand ils prennent le thé, quand ils sont un petit peu plus... voilà, quand ils tentent d'appeler leur famille, s'il y a du réseau, enfin voilà, toutes ces sortes de choses. Donc on peut... moi, parfois, en fait, je réfléchis, c'est marrant, je m'en suis aperçue assez récemment, mais parfois, quand j'écris mes articles, je réfléchis un petit peu en termes de séquences, comme quand on fait un reportage télé.
Et donc, par exemple, j'ai la séquence un peu combat où je vais pouvoir décrire ce qui se passe sur place, mais finalement, comme disait Michel, ça va être pauvre en termes d'information. Et puis, il y aura la séquence voilà, T, la séquence où il chemine vers la zone du front, ou bien quand il la quitte, etc. Et tout ça sera évocateur d'une manière différente, et on y apprendra des choses différentes, on pourra y décrire des choses différentes. Alexandra, le combat, il fait partie de l'enquête ? Oui, mais je trouve que dans le reportage de guerre, on pense à guerre, on pense à soldats tout de suite, mais je dis déjà, ça concerne énormément les civils. Il y a énormément de choses à raconter sur eux. Et ensuite, moi, j'ai pas des très bonnes expériences, des relations avec les différentes armées. C'est-à-dire que... et pourtant, j'ai travaillé depuis longtemps avec eux. J'ai même des connaissances, des amis, un grand-père qui était dans l'armée. Donc, je veux dire, je veux pas faire d'anti-militarisme, mais je veux dire, on n'est vraiment pas du même côté du crayon et du même côté de la caméra. Et il y a une raison pour ça. Ils veulent toujours nous empêcher de voir, et nous, on veut toujours voir. Donc, c'est une lutte pour moi, le reportage de guerre. Et c'est une lutte permanente, c'est-à-dire qu'ils veulent pas montrer leurs blessés, ils veulent pas montrer leurs échecs. Et nous, c'est ce qu'on veut montrer, c'est la réalité, en fait. Donc, c'est toujours une négociation. Je raconte une petite anecdote, mais souvent, vous vous rendez compte que vous faites avoir. Je négocie avec le gouvernement tchadien, qui n'est pas connu pour être une grande démocratie, mais de filmer la lutte contre Boko Haram. Et ils me font attendre pendant 10 jours dans un container au nord, sur le lac Tchad, qui était un endroit hyper dangereux parce qu'il y avait tous les gens de Boko Haram qui faisaient des attaques. Boko Haram groupe terroriste basé au Nigeria. Et donc on était à la frontière, vraiment sur le lac. On allait voir une ancienne djihadiste de Boko Haram, enfin un terroriste, excusez-moi, qui avait raté son attentat, qui avait juste perdu ses jambes. Enfin voilà, on faisait quelques interviews comme ça. Et j'attends, c'est très long, une semaine dans un container quand il fait 50 degrés, je vous promets. Et puis, in fine, ils viennent me chercher, ils me disent, c'est bon, on a une info, il y a des terroristes de Boko Haram, on part en opération, tu montes avec nous dans les pick-up. On part avec mon caméraman, on est dans les pick-up, on est à fond, on filme la séquence, tout ça, on est à fond. Et puis là, notre voiture s'ensable. Là, c'est pas de chance quand même, parce que les autres voitures s'ensablent pas, mais la nôtre, oui. Et pile au moment où on s'ensable, c'est le moment où ils ont chopé le gars. Alors là, je dis, du coup, c'est pas grave, si on n'a pas l'arrestation, on va aller le voir en cellule. Ils me disent, alors, pas de problème, il faut attendre juste un petit quart d'heure, un petit détour, des dromadaires, tout ça, ça va pas être pratique, pas tout de suite, quoi. Un quart d'heure se transforme en 3 heures. En 3 heures, je dis, bon, là, il faudrait que je le voie. Et là, le commandant vient me voir, il me dit, bon, on a un problème. Je dis quoi? Il me dit, le problème, c'est la démocratie. Et je dis, comment ça? Il me dit, disons qu'il est pas très beau à voir, quoi. Et je lui dis, mais comment ça? Il me dit, nous, quand on les arrête, les gars, on leur passe pas les menottes, tu vois. Non, c'est pas ça. Donc il me dit, ça va être... en fait, je suis pas sûre qu'elle soit ça donne une bonne image de notre armée. Et je lui dis, non, mais c'est pas pour ça que je suis là, en fait, c'est ce que vous faites tous les jours et tout. Et il me dit, non, écoute, laisse-lui la nuit. Il va se remettre. Demain, t'auras accès. Bon, déjà, c'est un problème. Je suis revenue en fait. Le lendemain. Il était mort. Mais j'ai pas pu l'interviewer du coup. Et oui. Non, et j'ai pas pu montrer non plus. Et puis on m'a mis dans un hélicoptère et puis on m'a ramené. Et puis quand j'ai voulu raconter ça, et là on m'a dit que si je racontais ça, j'allais en prison. C'est ça aussi le rapport qu'on a avec les armées. Alors pas forcément en Afghanistan, voilà. Je travaille partout. C'est toujours des négociations interminables. Et je dirais que leur métier est antinomique avec la nôtre, quoi. Donc le reportage de guerre, c'est aussi ça comme réalité. Non? Alors, comme on dit à la télé, merci pour la transition. On va parler là d'une autre guerre emblématique qui est la guerre en Irak, la première, 91. Une guerre basée sur un mensonge et une guerre dont on n'a rien vu. Vous vous souvenez, on parlait beaucoup des frappes chirurgicales, des jeux vidéo, où il y avait d'ailleurs déjà beaucoup d'anciens généraux qui s'exprimaient à l'antenne. Je dirais un peu comme aujourd'hui, on en voit beaucoup, mais bon, c'est peut-être certainement pas les mêmes. Et donc, on va voir ce sujet qui est un coup de gueule resté célèbre dans les annales du journalisme, 91, Marcel Treillat.
Rappelez-vous, il y a un an, c'était l'invasion, 6 mois plus tard, c'était la guerre. Et alors, à longueur de communiqué, les militaires américains parlaient de guerre chirurgicale. On voyait même des missiles passer par le trou de la serrure, ou presque, en tout cas sur les bandes vidéo. Les mêmes militaires, les mêmes sources admettent aujourd'hui que 7 sur 10 des dizaines de milliers de bombes qui ont été lâchées sur l'Irak ont raté leur cible. Bref, cette guerre du Golfe a été une gigantesque manipulation savamment orchestrée. Marcel Trier. Plus jamais ça. Plus jamais, comme au Vietnam, des journalistes en liberté, n'hésitant pas à montrer au monde entier les horreurs de la guerre, l'humiliation américaine. Dès le début de la crise du Golfe, les autorités américaines jouent carte sur table. Ce sont les médias qui nous ont fait perdre la guerre du Vietnam en démoralisant l'opinion publique. Plus jamais ça. La guerre du Golfe sera une guerre ultra censurée, et pas seulement par les Américains, mais eux, du moins, vont employer les grands moyens. La mise en place, parallèlement au déploiement d'un gigantesque arsenal militaire, d'un dispositif médiatique entièrement sous contrôle. Une stratégie en 3 volets. Interdiction absolue pour tous les journalistes d'accéder librement aux zones sensibles, c'est-à-dire tout le nord de l'Arabie Saoudite. Pendant toute la guerre, il va falloir se faufiler clandestinement. Création d'un pool de guerre, presque exclusivement composé de journalistes américains. Eux seuls seront autorisés à se rendre sur le théâtre des opérations. Des journalistes sous surveillance, apprivoisés. Une fois passés à la moulinette de la censure militaire, leurs reportages seront aimablement offerts aux télévisions du monde entier. 3e volet du dispositif, les conférences de presse quotidiennes, en direct de Riyad ou du Pentagone. Unique source officielle d'information. Ce sont en fait de véritables shows télévisés, mis en scène avec soin. Les intervenants ont été testés et choisis pour leur impact, leur bonhomie, leur séduction. L'objectif des Américains était double. D'abord, leurrer Saddam Hussein en lui envoyant des messages truqués. Mission accomplie. Il attendait l'offensive terrestre sur les plages de l'Ouest. Elle s'est engouffrée à l'est du Koweït. Mais surtout, neutraliser les opinions publiques. D'un côté, on conviait des centaines de millions de téléspectateurs à assister à un gigantesque jeu stratégique apparemment inoffensif. On les intoxiquait en amplifiant démesurément la puissance militaire irakienne. On les rassurait en les persuadant qu'il s'agissait d'une guerre propre, chirurgicale, sachant choisir les cibles militaires et épargner les populations civiles. D'un autre côté, on pouvait se consacrer sans entrave aux choses sérieuses. L'écrasement sous 86 000 tonnes de bombes et de missiles de tout un pays coupable d'avoir pour président un dictateur mégalomane et irresponsable. Lorsque la guerre se termine, on dénombre 236 morts du côté des Alliés. Mais combien de morts sans sépulture du côté irakien, sous les décombres des villes et surtout sur les routes de la débandade et dans les sables du désert? 100 000, 200 000, peut-être plus. On ne le saura sans doute jamais. On sent une sorte de colère, hein, c'est une sorte de manifeste incroyable. Ça passe ça à 20h. Et d'ailleurs, à l'époque, le ministre de la Défense, Pierre Joxe, est allé en Irak pour dire aux autorités et aux journalistes qu'ils pouvaient un peu plus travailler qu'auparavant, c'est-à-dire ne pas se voir opposer des interdits comme ce fut le cas pendant la majorité de cette guerre. Donc, la propagande, le bourrage de crâne, le fait, comme disait Albert, hein, qui employait l'expression, c'est ce que tu disais, il y a une contradiction absolue entre le fait de guerre, les armées et l'info. Et en fait, ce qu'il y a de dingue, c'est que ça continue de manière permanente, ça continue sur tous les conflits. Et par exemple, j'avais fait un documentaire sur les Afghans, enfin en Afghanistan, au moment de la négociation à Doha entre les Américains et les talibans. Oui. Et j'avais retrouvé des notes de la cellule rouge, la Red Cell de la CIA, des années 2010, qui disaient qu'il fallait encourager en France et en Allemagne tous les journalistes français et allemands à faire des reportages sur les femmes en Afghanistan, parce que les Français étaient très tournés sur les femmes, les Allemands sur les droits de l'homme, et que du coup, ça allait pouvoir encourager le surge. C'est-à-dire que ça allait pouvoir encourager... Parce qu'il y avait toute cette question en France de doit-on se retirer d'Afghanistan? C'était juste un peu avant Ouzbine. Et donc la question était, est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'il y a des Français qui doivent continuer à mourir? Et ben, les gens de la CIA théorisaient
comment forcer les Français à rester. Il fallait manipuler les journalistes, les encourager, leur donner accès à des informations pour qu'ils racontent à quel point cette guerre libérait les femmes. Ce qui était vrai en soi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait planification d'une stratégie. On le voit encore aujourd'hui, on le voit nous quand on fait un sujet sur Wagner. Je le dis, je le redis, on a été exfiltrés de Centrafrique avec Senia quand on a été menacé par Wagner. Senia Bolchakova avec qui je co-réalise le film. Voilà. On a été exfiltrés par des forces spéciales françaises. Je leur ai dit quand j'étais à l'ambassade de France, si j'avais fait une enquête sur Areva, vous seriez jamais venu me chercher. C'est une réalité. C'est-à-dire que je fais une enquête sur les ennemis de la France, je suis sympathique. Je fais une enquête sur les intérêts de la France, je ne suis plus sympathique. C'est une réalité avec laquelle on doit toujours faire aujourd'hui, en fait. Margot, combattre pour la vérité, c'est-à-dire échapper à la propagande, au bourrage de crâne, c'est compliqué, non ? C'est souvent très compliqué. Après, ça dépend énormément des contextes, ça dépend des types d'armées, ça dépend des contextes, etc. Par exemple, en Afghanistan, moi, je n'ai jamais pu faire d'embed avec l'armée américaine, qui était à l'époque la seule armée étrangère qui continuait de se battre sur place. Faire d'embed. Pardon, j'ai passé du temps avec H24, accompagner l'armée américaine. J'ai fait des embeds, comme on dit, avec toutes les milices, des différents types de milices, avec l'armée afghane, avec les talibans. C'était pas avec les talibans, avec des talibans dissidents, avec tout le monde, les Américains, jamais, et mes collègues américains qui pourtant travaillaient pour de grands médias comme le New York Times, le Washington Post, etc., eux-mêmes avaient énormément de mal à accéder aux embeds avec les Américains. Je parle des dernières, à partir de 2018, 2019, etc. Et les seuls qui avaient la possibilité de passer peut-être 4-5 jours avec les Américains, c'était des gens qui avaient déjà des contacts auprès du Pentagone de par leur longue carrière à Washington, etc., qui avaient des liens très forts, très ténus avec certaines personnes au Pentagone et qui avaient le droit de passer peut-être quelques jours avec des soldats sur une base en Afghanistan. Et puis finalement, ils n'y voyaient pas non plus énormément de choses. Donc voilà, donc nous, la manière dont on essayait de montrer les Américains dans le conflit, c'est en allant parler notamment à des victimes de bavures, c'est-à-dire de frappes de drones et autres, des victimes de milices pilotées par les Américains, par la CIA, et qui évoluaient surtout dans 2 provinces en particulier. Voilà, donc on tentait de montrer la présence américaine par là, mais les Américains à proprement parler, j'y ai pas eu accès. La Centrafrique, c'est totalement différent, c'était la débandade totale. On pouvait avoir les 06 de tous les ministres possibles et imaginables, etc. Donc c'était pas compliqué de suivre un tel ou un tel sur le front, d'aller un peu partout. En revanche, c'était absolument pas, sécurisé, ce n'était absolument pas organisé, et c'était, pour ainsi dire, suivre des éléments d'une milice ici ou là, mais finalement il fallait être très 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 vigilant sur ce qu'on faisait, où on allait, puisqu'il n'y avait aucun moyen, il fallait compter seulement sur soi. Sur vous, ouais. Et on ne pouvait absolument pas compter sur les soldats ou les miliciens que l'on accompagnait, puisqu'ils n'étaient pas professionnels véritablement, les miliciens encore moins, et donc il n'y avait aucun guidage. Donc. Michel. Et je pense que ce que raconte Marcel Trial dans ce sujet est important. Toutes les armées du monde, et les occidentales en particulier, ont vraiment tiré la leçon du Vietnam. L'information est une arme. En tout cas, c'est quelque chose que vous devez premièrement contrôler. Deuxièmement, essayer de tourner en une arme à votre faveur. Ouais. Donc maintenant, toutes les écoles de guerre du monde entier étudient ça. Ils ont intégré cette dimension. Ils ont fait des études, des bouquins. Et il y a vraiment maintenant toute une partie de l'armée qui est là pour contrôler le récit qui va être... Alors, c'est encore pire maintenant avec les réseaux sociaux. Ouais. Vous avez des soldats qui sont là pour contrôler le récit de la guerre, et nous, effectivement, nous sommes toujours en but à des interdictions. Vous avez des endroits où il est absolument interdit d'aller. Au moment de la guerre du Golfe, il y a eu cette initiative créée par des photographes, dont 2 de chez nous, qui s'étaient autoproclamés les FTP, les Fuck the Pool, oui. Parce que eux, justement, ils voulaient pas faire partie du pool. Ils avaient pris leur voiture
et ils étaient parvenus parfois à faire leur travail. Mais ils avaient été aussi énormément arrêtés, détenus. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Yougoslavie derrière des barrières fermées. Il m'est arrivé assez régulièrement d'appeler Paris en leur disant est-ce que vous voulez l'histoire de journalistes coincés dans un village qui ne peuvent pas en sortir de la journée, parce que c'est tout ce que j'ai aujourd'hui, on verra demain. Il faut savoir ça. Ce que tu disais, Alexandra, est absolument vrai. Ça prend parfois un temps infini. La notion du temps en zone de guerre est complètement élastique, et vous pouvez passer des jours et des jours complètement coincés par tout le monde. Et moi, notamment au moment de la première guerre du Golfe, j'avais volontairement demandé à Maretchev d'être avec les Peshmerga kurdes dans le Kurdistan irakien, parce que moi, venant de Beyrouth, j'étais déjà allé, j'avais quelques contacts, je savais par où il fallait passer, passant par la Turquie, traversant clandestinement la frontière à pied, et ce qui nous avait permis, moi j'ai plutôt un bon souvenir, entre guillemets, de ces moments-là, parce que les Peshmerga combattaient l'armée irakienne de leur côté, et nous on était avec eux, et alors là on avait une paix royale parce qu'on était avec... Là tu as pu faire le... Et là j'ai pu faire mon travail, mais c'était pas... Et c'est vrai que le travail de la rédaction en chef de l'AFP était d'avoir à la fois des gens avec le pool, oui, des gens hors du pool, les FTP, et des gens avec les Kurdes. Enfin, plus vous avez d'équipes sur le terrain, plus vous avez de chances d'avoir une vision de ce qui se passe, mais il faut savoir que être avec les armées constituées, c'est une épreuve de patience absolument infernale. Oui, c'est une guérilla, on dira. Alors, on va parler d'une autre dimension du reportage de guerre, souvent évoquée, qui n'a rien d'héroïque. C'est ça que nous pourrions tout simplement évoquer dans sa réelle dimension, avec Sarajevo, 1991, la fameuse Sniper Alley. Vous savez, Sarajevo est sous le siège, avec des canons qui tirent sur la ville, et des journalistes qui sont là et qui filment les pauvres citoyens qui essayent d'aller se ravitailler en passant par cette Sniper Alley. On va voir ce reportage tout de suite et parler de la dimension du risque. Par un jour comme celui-ci, mieux vaut ne pas emprunter Sniper Alley sans une voiture blindée comme la nôtre. Sniper Alley, rebaptisé du nom de ces tireurs embusqués qui visent tout ce qui bouge. Avant la guerre, on l'appelait l'avenue des passants. Aujourd'hui, personne. Les tirs d'artillerie lourde ont repris sur Sarajevo après une accalmie de plusieurs semaines. Représailles après une attaque musulmane sur un dépôt de munitions serbes, ou bien sinistre commémoration de la fête annuelle de Saint-Sava, fondateur de l'église orthodoxe serbe. Où est la logique ? Pour les civils en tout cas, la logique de la terreur. Impossible de sortir faire les courses aujourd'hui, le pain, rationné, se vend dans les cages d'escalier. Toujours pas d'eau, ni d'électricité, encore la mort. C'est mon enfant, c'est ma fille. Vous avez vu, c'est Martine Laroche-Joubert, autre grand reporter de guerre. Je voulais remercier Sophie Gillery et Mireille Maurice. C'est le travail de l'INA, ça, de conserver toute cette mémoire si importante et qui nous permet ce soir de réévoquer un peu la guerre sous tous ses angles. Le risque, tu en as parlé, Michel, vous en avez parlé.
la peur, est-ce que effectivement on arrive toujours à la mettre à distance parce qu'on est dans la mission, il faut raconter que finalement ça nous rend invincibles, ça fait qu'on peut aller de l'avant parce qu'on a ce travail à faire qui est simple mais qui est difficile à comprendre pour les gens. Alors, la peur, à mon avis, est un sentiment absolument sain. Moi, j'ai quelques exemples de noms que je ne citerai pas, de collègues qui semblent l'ignorer. Moi, je les ai toujours trouvés très déroutants, en fait. J'ai souvent des photographes qui ont un rapport avec le danger que moi, je ne comprends pas. Ils semblent avoir une espèce de certitude que jamais ils seront victimes de quoi que ce soit, et ça leur fait prendre des risques, à mon avis, complètement inconsidérés. Et pourtant, certains ont été blessés à plusieurs reprises. Oui, je ne sais pas d'où, vraiment, ouais. Ils ne sont pas très nombreux, hein, mais je ne sais pas d'où ils sortent. On les connaît, on sait qu'il ne faut pas aller avec eux, par exemple. Ah oui. C'est des gens extrêmement dangereux. Oui, bien sûr. Tu vas jusque-là. Ah oui. Ah, non, mais il y en a quelques-uns. Moi, je me souviens très bien, mon ex-femme, la mère de mes enfants, en rencontre un sur un autre terrain, et je lui dis tu ne vas pas avec lui, nulle part. Tu ne l'accompagnes pas. Ce type est charmant et incroyablement dangereux. Et quand elle est rentrée du reportage, elle m'a dit si tu savais là où il est allé. Il y en avait un notamment aussi qui arrivait. Alors les autres photographes le détestaient parce qu'il faisait un travail absolument formidable dans les tranchées, enfin, des endroits ahurissants où eux n'allaient pas. Et c'était un gars, pareil, je ne lui dirai pas son nom, mais qui ne la ramenait pas, un petit gars qui parlait doucement. Et donc nous, on était à Sarajevo le soir, encore une journée où on n'a rien pu faire, là. Et lui, il était passé, et alors, au bout d'un moment, il dit, mais comment tu fais? Il nous dit, oh, en vélo, ça va? Et le gars, il était en vélo. Hey. Oh, et puis, quand il y a des barrages, eh ben, je contourne. Mais tu sais que c'est miné. Autour. Donc, le gars était en vélo et traversait à pied des champs de mines. Bon, alors, le problème pour les autres photographes, c'est que si vous avez affaire à quelqu'un qui est prêt à faire ça, jamais... Parce que il y a si une vous êtes surenchère du danger. Ah, mais évidemment. Et c'est évidemment les photographes et les gens d'image qui payent le plus lourd tribut, parce que moi, on peut me raconter. Hein, et je peux vous raconter la journée d'un soldat, c'est un truc que j'ai fait assez régulièrement, la journée d'un soldat, alors que je ne suis pas avec lui, parce qu'il va me parler, il va me dire, voilà, moi, je me lève à telle heure, voilà ce que j'ai pour le petit-déj. Voilà. Le photographe, s'il n'y est pas, s'il est là pour appuyer sur le bouton, il n'y a pas d'histoire. C'est la règle de l'image, ça. D'ailleurs, en Ukraine, ceux qui sont morts sont ceux qui font de l'image. Quasiment toujours. Absolument. Quasiment le caméraman de BFM. Moi, j'ai un autre exemple aussi en Libye. En Libye, je suis sur la ligne de front pour regarder un peu ce qui se passe. Je regarde dans une maison cassée et je commence à voir des obus de mortier qui commencent à tomber, poum, poum, et puis un mortier, ça se règle comme ça. Donc ça se rapproche. Au deuxième impact, moi, je suis parti en courant, mais vraiment en courant de plus vite possible. Je suis reculé de 300-400 mètres. En passant devant un garage, je vois des gars en train de faire le thé qui me disent « Viens, viens, viens ». Je m'assieds avec eux. Là, je suis assez loin. Je tombe sur un Libyen américain. Le gars, il est étudiant aux États-Unis. Il avait un accent new-yorkais à couper au couteau. Il venait là pendant ses vacances pour faire la guerre. Donc du coup, c'était une chouette histoire. Donc, moi, j'avais mon histoire. Et là-bas, je ne suis pas resté. Eh bien, 2 semaines plus tard, un photographe de chez nous et un Américain sont morts d'un obus de mortier tombé exactement à cet endroit. Parce qu'eux, non seulement ils ne sont pas partis, mais ils sont restés pratiquement 2 heures ou 3 heures en se disant « chouette, on va avoir des belles images » jusqu'au moment où l'obus vous tombe dessus. Et ça, comme en gros vous ne contrôlez rien, vous jouez votre vie à la roulette, quoi. Margot, tu as dit que tu découvrais un conflit plus directement avec l'Ukraine, la réalité de la tranchée, du choc, la peur.
Oui, c'est-à-dire que, comme l'avait mentionné un peu plus tôt Alexandra, il y avait cette autre peur dans les autres types de conflits qui était la peur de l'enlèvement, la peur des mines, la peur de ce qui pourrait advenir d'une balle perdue, etc. En Ukraine, c'est effectivement la première fois que je me suis retrouvée dans un contexte où des missiles, des mortiers tombaient tout autour et où vraiment, il fallait simplement pas se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc dans ces contextes-là, il y a deux choses. Déjà, j'essaye de faire mon travail, de me donner le temps de faire mon travail, mais de ne pas y rester trop, en quelque sorte, de ne pas me dire finalement pourquoi je suis là. Je me suis toujours dit que le moment où je sentirais que je ne sers plus à rien, j'arrêterais le journalisme ou j'arrêterais de faire ce genre de reportage. Donc, et puis c'est pareil aussi à cette échelle de temps, c'est-à-dire je ne vais pas rester 5 heures dans le village ou dans la ville si au bout de 2 heures j'ai déjà mon histoire, tous mes témoignages, parce que j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes et que j'ai vu les bonnes choses, etc. J'ai rencontré par exemple à Barmouth un jeune photographe espagnol, extrêmement sympa, mais qui avait perdu, qui était en train de sombrer dans une sorte d'addiction, pas forcément au risque, mais à la situation, et qui lui avait élu domicile dans la caserne des pompiers. La caserne des pompiers qui était l'une des principales cibles à Barmouth, en Ukraine, cette ville de l'Est de l'Ukraine qui est devenue plus ou moins l'épicentre du conflit. Et lui, il avait élu ce domicile-là, il était devenu ami avec les quelques pompiers qui restaient. Et chaque jour, il y a des obus, des missiles, des mortiers qui tombaient tout autour, qui endommageaient un mur, puis un autre, puis l'immeuble d'à côté qui était complètement... moi, quand je suis allée le voir plusieurs fois, et à chaque fois, il y avait un autre truc qui fumait. Donc, heureusement qu'à ce moment-là, il n'y a pas de mortier qui est tombé vraiment quand on était devant, et à chaque fois, il s'en fallait de peu, et lui choisissait de rester là. Et on était plusieurs à le connaître, notamment d'autres journalistes espagnols, à lui dire régulièrement, mais pars, parce que là tu deviens addict et tu ne te rends plus compte. Et il se rendait plus compte de la situation. Il se rendait plus compte du danger. Et ça, c'est quelque chose de très insidieux. Je pense qu'il peut venir, peut-être, je pense que certaines personnes ne s'en rendent pas compte de cette sorte d'addiction à l'adrénaline ou de cette habitude au danger, une accoutumance à la au danger. tension, à l'hypertension. Et je ne sais pas à quoi c'est dû, mais moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Bien sûr. Oui, et juste en parlant d'accoutumance, justement, les 2 gars qui sont morts en Libye, j'ai appris plus tard qu'ils avaient passé plusieurs mois, je crois 2 mois, avec une section américaine en Afghanistan, dans un poste très isolé, bombardé toute la journée. Au bout d'un moment, ça devient un peu la routine. Bah oui, ça tombe. Oui, sauf que dans un poste américain, vous êtes extrêmement protégé par des sacs de sable, des protections qui sont faites pour ça. Et donc, je soupçonne que quand ça a commencé à tirer, ils ont dit c'est un peu comme d'habitude, quoi. Et ça, c'est une habitude et une addiction qui est vraiment dangereuse. Alors, toi qui conduis des enquêtes, on dit aussi que les journalistes sont pris pour cible de plus en plus dans les conflits. Tu le vérifies, ça ? Oui, je pense que pour le coup, on le vérifie tous. On sait que c'est pour ça qu'il y a toujours un grand débat sur est-ce que quand vous allez dans une zone de guerre, vous devez être protégé par des gardes armés ou est-ce que vous devez vous cacher et pour que les gens ne vous voient pas. En fait, en Afghanistan, il vaut mieux être à l'arrière d'une voiture sous une burqa. Au Yémen, c'est pareil, il vaut mieux être sous un hijab et caché. Il y a 2 versions, 2 visions du monde, je dirais clairement anglo-saxonne et plus nous, où eux considèrent qu'il faut avoir un pick-up plein de gens, et nous on est plus cachés, mais je dirais que c'est aussi une vision même dans les armées, quand vous voyez les bases américaines, les soldats sortent jamais des bases, ils se mélangent jamais à la population, les soldats français c'est plutôt le contraire. Donc je pense je sais pas, ça va être quelque chose dans notre nourriture, mais en tout cas on a une façon de faire qui est différente, mais c'est sûr qu'on est pris pour cible, ça a complètement changé, je pense en 20 ans ou 30 ans. Le terrorisme, le djihadisme a vraiment changé la donne, je dirais. Dans tous les pays, moi j'ai évoqué presque. Non, quand j'ai couvert Israël ou Palestine, j'ai découvert ce que c'était qu'un conflit où vous n'êtes pas pris pour cible. On peut vous empêcher de travailler, mais des 2 côtés, les gens ont envie que vous témoigniez. Donc là, c'était la vraie. Là, il y a les obus, il y a tout qui tombe. Enfin, il y avait des armes, des roquettes qui explosent pas à côté de vous, tout ça. Mais au moins, vous n'êtes pas une cible, alors que le reste.
tout le reste dans le Moyen-Orient ou dans des dictatures. Le nombre de fois où on a été arrêté au poste, encore en Libye, là, on a fini 6 heures, 7 heures, sans eau, il faisait 50 degrés. Voilà, vous êtes vraiment la personne qu'ils ne veulent pas voir, quoi. Alors, il y a un personnage, une fonction dont on n'a pas encore parlé, dont Albert parle dans certains de ses livres, en Arabie Saoudite et ailleurs, c'est le fixeur. Et donc, là, vous avez parlé du risque. Le fixeur est quelqu'un qui peut être ambivalent, qui peut protéger du risque, mais qui peut aussi vous livrer parce qu'il va vous vendre. Alors, c'est quoi le fixeur ? Alors, le fixeur, c'est la personne qui nous aide à organiser, qui est une personne, un local, et qui est celui qui nous aide à faire nos reportages. C'est-à-dire que c'est lui qui a les contacts, c'est lui qui aussi peut nous aider d'un point de vue pratique à organiser. Sur la logistique, trouver des voitures, trouver des hôtels. Du pétrole et tout ça. Et puis aussi, un bon fixeur, c'est quelqu'un qui est connecté, qui connaît des gens, qui est malin, qui a l'idée et qui justement qui vous trouve un pas de côté pour aller interviewer des gens que vous auriez du mal à interviewer. Et alors, moi, j'ai jamais eu peur de mon fixeur. Au contraire, c'était des gens avec qui on a travaillé en toute intelligence. Qu'on rémunère. Qu'on rémunère, d'ailleurs qu'on rémunère très cher. C'est aussi un bon moyen d'avoir confiance. C'est que vous vous dites que plus vous le rémunérez cher, moins il a intérêt à vous vendre. Non mais donc ça. Et alors moi j'ai plus eu des expériences de fixeurs qui ont pris des énormes risques. Et encore aujourd'hui, on est en train de se battre pour essayer de faire sortir notre fixeur de Centrafrique. Sur notre film Wagner, 100% de nos fixeurs, non, il n'y en a que le Libyen, on remarque qu'il vit en Tunisie, non, 100% de nos fixeurs ne vivent plus dans le pays où on a filmé avec eux. Ils ont tous dû être exfiltrés. Ça a changé leur vie. Oui, et ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'on leur a dédié, nous, notre prix Albert Londres, c'est pour ça que je me bats quotidiennement pour réussir à les faire venir en France. Voilà, c'est des gens qui luttent pour la liberté d'informer, comme nous, et généralement, comme c'est des gens qui sont centrafricains, libyens, afghans, ils n'ont pas du tout la même reconnaissance que nous. J'ai un fixeur que j'aime vraiment passionnément, qui s'appelle Ahmed Baider, qui vit au Yémen, et qui est une des seules personnes qui peut vous réussir à vous faire passer du Yémen Sud au Yémen Nord. C'est un risque immense pour ceux qui connaissent ce pays. Et Ahmed, ce qui m'a fait plaisir, c'est que en plus d'être notre fixeur, il est surtout fixeur des Anglo-Saxons. Et ses 3 derniers reportages ont gagné les Emmy Awards. Et ils l'ont tous fait venir. Et Ahmed a des photos de lui en train de gagner le Emmy Awards. Et c'est pour dire l'importance, à nos yeux, du rôle de ces fixeurs. Voilà. Margot. Les anglo-saxons sont d'ailleurs beaucoup. Enfin, alors pour certains, ça reste encore très très rare, mais en tout cas, les anglo-saxons de manière générale sont beaucoup plus honnêtes là-dessus que nous lorsqu'il s'agit de citer les fixeurs. Ouais, la reconnaissance on est plusieurs de leur ici rapport. en France à tenter de les citer. Par exemple, quand on fait du doc, on les cite dans les remerciements. Quand ils ont vraiment fait beaucoup, parfois ils sont dans le bandeau au début. Voilà, on met journalistes, etc. Mais par exemple, dans la presse écrite, j'ai jamais vu marquer le nom d'un fixeur, par exemple. Or, par exemple, il est arrivé que dans un article du New York Times, etc., il soit cité à la fin, avec machin à Kaboul ou autre. Et ça, je trouve ça quand même assez bien. Alors, tous les fixeurs n'ont pas les mêmes rôles, n'ont pas la même présence dans les reportages. Moi, il m'est arrivé de travailler simplement avec un fixeur qui faisait juste office de traducteur. Il y a certains fixeurs qui n'ont aucun contact. Il faut du temps aussi, parfois, dans certaines situations, pour trouver les bonnes personnes. Mes premiers fixeurs en Ukraine, finalement, c'est moi qui les fixais. Mais en fait, c'était des traducteurs. Et donc, le travail se faisait autrement. En revanche, il y a des fixeurs qui, de par leur contact, leur habitude peut-être à faire ce métier, parce que c'est vraiment un métier à part entière au bout d'un moment, deviennent vraiment, vraiment bons. Et sans eux, le reportage ne pourrait pas avoir lieu. Et je trouve qu'on devrait de plus en plus les citer, les mettre sur les saluer. Mais en plus de les saluer, les mettre un petit peu, expliquer un petit peu plus ce qu'est leur métier. Parce que eux gagnent bien leur vie, donc finalement ça va pour eux, mais ils gagnent bien leur vie, mais ils sont salués parfois lors de remises de prix, etc. Mais finalement, au jour le jour, lorsqu'on lit des reportages dans le journal, lorsqu'on voit un reportage à la télévision, on ne sait pas qu'en fait c'est le fixeur qui, parfois, pas toujours, encore une fois, c'est pas toujours le fixeur qui fait le gros du travail, mais parfois, à certaines reprises, c'est sur le fixeur que tout a reposé. Moi, j'ai l'exemple d'une journaliste, une journaliste américaine, je le sais parce que je connaissais sa fixeuse, une journaliste américaine qui, depuis les États-Unis, demandait à sa fixeuse attitrée en Afghanistan, trouve-moi une histoire de femme.
Et donc, elle arrivait dans le pays et elle faisait de super reportages. Mais en fait, tout était fait par la personne sur place qui non seulement trouvait les contacts, trouvait les idées d'histoire, c'est-à-dire que l'idée du reportage venait d'elle. Oui. Tout était de la fixeuse qui d'ailleurs savait bien parler anglais, donc elle aurait pu plus ou moins écrire l'article elle-même. Oui. Et en fait, c'est la journaliste qui avait toute la renommée. Et moi, ça m'a déchiré les tripes quand j'ai appris ça. Et j'ai plusieurs autres exemples aussi comme ça. D'exploitation. On peut parler d'exploitation. Et voilà. Donc. Michel, je voudrais juste te poser une question. Je sais que tu brûles de tas de trucs à nous raconter, mais on a vu que ça pouvait changer la vie de quelqu'un de devenir fixeur. En Afghanistan, par exemple, on parle beaucoup de ceux qui ont collaboré avec les Français, les services français, mais finalement, être fixeur, ça peut vous désigner pour ceux qui arrivent au pouvoir derrière comme des gens à supprimer. C'est un danger de mort. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ce risque-là ? Eh bien, nous, par exemple, notre bureau de Kaboul, il avait été, quand la chute du pays aux mains des talibans est devenue prévisible, il avait été décidé par la direction de l'agence d'exfiltrer tous ceux qu'ils voulaient. Ah ouais. Donc l'intégralité du bureau de Kaboul, à l'exception du chef photographe, est parti en France, tout simplement. Ah oui. Moi, quand je suis arrivé, donc fin septembre, donc 2 mois, 1 mois et demi après la chute de la ville, il ne restait plus de l'ancienne équipe que le chef de la photo. Pour une raison en fait que j'ai comprise en discutant avec lui, c'est que lui avait 2 garçons. Et la plupart de ceux qui étaient partis en France avaient des filles. Donc la question c'était est-ce que je reste. C'est pas un choix facile. Hein. Lui j'en parlais régulièrement avec lui. Il me disait. Alors lui, pour l'instant, n'a pas été ennuyé par les talibans. Et a aussi la perspective de pouvoir envoyer ses garçons à l'école. S'il avait eu des filles dont c'est aujourd'hui qu'en fait elles sont privées d'éducation et sont en gros confinées au domicile pour le restant de leur jour, est-ce qu'il aurait fait le même choix ? Ouais. Donc nous l'agence, on a même exfiltré les cuisinières, on a exfiltré les gardes, collaborateurs, les chauffeurs, on a exfiltré tout le monde parce qu'il avait été décidé à juste titre qu'on n'allait pas dire toi oui parce que t'es journaliste et toi non. Et donc quand je suis arrivé, on était en train de former une nouvelle génération de jeunes étudiants qu'on prenait en gros parce qu'ils parlaient bien anglais et à qui on apprenait le métier, comme disait Margot, c'est un peu nous qui les fixions. On leur disait voilà, nous ce qu'on veut, c'est ça, ce dont on a besoin, c'est ça, ça, ça. Et vous comprenez assez vite, ceux qui comprennent vite, ceux qui vont évoluer. Dans d'autres théâtres, c'est souvent des journalistes locaux. Souvent des journalistes de petits médias locaux qui ont déjà des démarches de journalistes. Quand tu parlais tout à l'heure de c'est eux qui vont nous vendre, moi j'ai jamais connu ça. Et même au contraire. Au contraire, ce sont des gens qui parfois prennent des vrais risques pour nous protéger. Nous, moi j'étais avec la rébellion syrienne en Syrie en 2012, début 2013. Petit à petit, on a senti que ça se tendait. Et c'est grâce à eux, et pas seulement les fixeurs, mais aussi les chauffeurs, que 1 mois ou 2 avant le début des campagnes d'enlèvement de Français par les djihadistes, le correspondant qui était basé là-bas, qui est un de mes amis, qui s'appelle Hervé Barre, Hervé a vu arriver les chauffeurs et les fixeurs en disant « il ne faut plus y aller ». Il ne faut plus y aller, ils cherchent des Français, ils commencent à nous menacer, il faut qu'on leur livre des Français. Vous êtes chauffeur syrien, on menace de tuer toute votre famille si vous ne livrez pas les journalistes français. Qu'est-ce que vous faites ? D'ailleurs, j'allais dire, franchement, la menace, elle vient beaucoup plus souvent des chauffeurs que des mixeurs, mais bien sûr. Que des fixeurs. Parce que là, pour le coup, ça m'est arrivé de pas du tout sentir le chauffeur et dire, oulala, là, et nous, on part pas avec lui parce que lui, il parle pas notre langue généralement. Le fixeur, il parle anglais ou français, donc vous arrivez très vite à sentir si c'est une personne de confiance. Le chauffeur, au dernier moment, c'est plus lui parce qu'en fait, il y avait un mariage et vous retrouvez quelqu'un que vous connaissez pas pour aller dans une zone dangereuse et là, vous dites, je ne sais pas qui est cette personne. Et si la veille, on a enlevé ses enfants, et on dit, si tu ne nous livres pas les Français, on les tue. C'est ce qui s'est passé pour Hervé Guéquière. Bien sûr. Quand ils ont été enlevés pendant
une durée très importante, c'est le chauffeur qui était en cause. Alors, vous parliez de la Syrie, on ne peut pas évoquer les récits de guerre sans évoquer la Syrie. Donc, on va évoquer là une autre question qui est le fait que de plus en plus les gens tournent même sur le terrain, je veux dire les gens concernés, les populations, toute catégorie de personnes. Et on va voir ce sujet tourné en 2018 à France 2. Des enfants en état de choc, les yeux gonflés, le souffle court, traités en urgence. Ces images auraient été tournées hier soir dans la ville assiégée de Douma par des activistes proches de la rébellion syrienne. Selon eux, une bombe chimique vient de s'abattre sur le quartier. À l'aide de jets d'eau, les secouristes tentent de débarrasser les victimes des derniers résidus toxiques. « Je ne veux pas mourir », murmure cet enfant. « Respire doucement », lui répond l'adulte qui le filme. Sur cette autre vidéo, les ambulanciers pénètrent dans un immeuble et découvrent plusieurs cadavres dans les escaliers et le sous-sol. Des civils, foudroyés dans leur fuite, il y aurait plusieurs dizaines de morts. Ces victimes ont-elles été touchées par une attaque au chlore, au gaz sarin ou par le souffle d'un bombardement conventionnel? Ce soir, sur le terrain, les versions de plusieurs ONG diffèrent sur ce point. Aussitôt accusé par les rebelles, le pouvoir syrien et ses alliés russes et iraniens ont dénoncé une mise en scène destinée à ralentir l'avancée de l'armée syrienne à Douma. Depuis 3 jours, les bombardements ont repris sur cette ville à l'est de Damas. Après une trêve et l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, Bachar el-Assad tente de mater une fois pour toutes ce fief de l'insurrection. A-t-il pour cela une nouvelle fois eu recours à des armes interdites? Ce soir, l'Union européenne affirme pouvoir le prouver et réclame une réaction internationale. Alors vous voyez ce sujet qui doit faire 1 minute et quelques, 1 minute 30, il y a déjà au moins 4 ou 5 composantes qui sont des images de l'armée syrienne, des images de plusieurs groupes opposants, et à l'arrivée, ça donne cet assemblage qui est fait par Franck Genozo. Et ça a soulevé une question énorme dans toutes les rédactions qui est d'identifier l'origine des images. Donc, par exemple, à la 2 ou à France Télé, il y a une sorte de groupe qui s'appelle des vérificateurs et qui cherchent à savoir si le lieu, l'heure sont bien ce qu'ils prétendent être. Et vous, à l'AFP, vous avez mis en place depuis longtemps déjà tout un système de vérification parce que cet apport énorme d'images tournées par les kidam ou des parties prenantes nécessite maintenant une rigueur éprouvée. C'est-à-dire que dès fin 2012, début 2013, on s'est aperçu que ça devenait trop dangereux d'envoyer des journalistes français sur le terrain. Et le bureau de Beyrouth, avec en soutien le bureau régional de Nicosie, a mis en place un système, donc des gens chargés d'être en contact permanent avec soit des activistes, soit des vidéastes amateurs, ça pouvait être souvent des animateurs de radio, en fait des citoyens journalistes, comme ils s'appellent. Donc il a fallu d'abord les tester, les choisir, leur apprendre un petit peu le b.a.-ba de ce qu'il nous faut. Et moi, je suis très copain avec une des Libanaises du bureau de Beyrouth, là, dont c'est devenu, à un moment, 98% de son travail. Elle leur parlait au téléphone toute la journée, il lui expliquait ce qu'ils allaient faire, elle recevait les images, et au bout d'un certain temps, il y a une vraie relation de confiance s'est instituée. On savait que lui ou elle, c'était plutôt des hommes, parce que pour les femmes, c'était un peu plus difficile de se déplacer dans ces régions syriennes. Lui était fiable, lui beaucoup moins. Certains, on les testait pendant quelques jours, on s'apercevait que leurs images, en fait, il y a quelque chose qui collait pas. Et ensuite, on essayait de les protéger dans la mesure de possible, leur envoyer de l'argent aussi pour les payer, pour leur permettre d'acheter de la nourriture, de l'essence pour leur voiture. Et elle, ça devenait un peu leur correspondante, leur babysitter.
elles avaient parfois des expériences terribles où ils les appelaient en disant que les combats se rapprochaient, que leur famille était en danger. Nous, on était complètement impuissants, mais grâce à ça, on a pu récupérer et créer un réseau à l'intérieur de la Syrie, en gros pour pallier à l'absence de quoi que ce soit d'autre. Oui. Ces gens qui tournent, c'est un apport aussi important. Il y a une question juste sur l'Ukraine. Les téléspectateurs voient souvent des images tournées par les citoyens avec des logos qui virevoltent comme ça. Ce sont des agences locales, des petits groupes ou des gens qui mettent une sorte de sceau sur leur image. Maintenant, il y a une multiplicité de canaux, c'est-à-dire que toutes les chaînes Telegram, c'est-à-dire que vous avez TikTok, Telegram, tout le monde, et je veux dire, tous les blogueurs mettent leurs images. Telegram, c'est une plateforme. Telegram, c'est une plateforme beaucoup utilisée à l'est de l'Europe, qui à la base est serbe, je crois. Oui. Ouais, serbe. Et donc c'est crypté, et il y a un système de soit des messageries comme WhatsApp, soit des chaînes, et avec des gens qui publient énormément de choses. Nous, c'est sur Telegram qu'on a récupéré toutes les premières vidéos de Wagner, parce qu'on était rentré dans les groupes internes de Wagner où ils se postaient des vidéos et des photos. Donc là, ils mettent tous leur logo et ils peuvent récupérer ça. C'est marrant, pendant que tu parlais, j'écoutais, je me disais, je ne sais pas du tout quoi en penser. Parce qu'effectivement, il y a un côté où on n'est plus aveugle, dans des endroits où on était aveugle. Et ça permet de raconter, nous, on l'a fait dans Wagner, on a montré leurs images. Mais en revanche, on l'a montré en disant que c'était leur propagande. Ouais. Et je trouve qu'il faut aussi faire très attention avec ces images, parce que notre métier, il est quand même de prendre du recul sur les choses. Moi, j'ai très peur, dans le documentaire, il y a une tendance que j'aime de moins en moins, qui est que vous pouvez faire des films que sur des sujets que vous connaissez. Donc moi, femme blanche de 40 ans, je serais légitime à faire que des films sur la Parisienne blanche de 40 ans, mère de 2 enfants. Et voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on vous demande toujours quel est votre lien avec l'histoire que vous voulez raconter. Et en fait, ça, je pense que c'est une tendance dans le documentaire, donc de la réalisation, le marketing. Et je pense que c'est l'inverse du journalisme, où le journalisme, on nous demande quand même d'arriver et d'avoir une grille de lecture. Je ne veux pas dire qu'évidemment, il faut travailler avec les gens locaux, et ils ont un énorme apport et on travaille tous ensemble. Mais je veux dire, je pense aussi qu'il faut avoir du recul sur une situation. C'est difficile d'analyser et de raconter quelque chose si justement c'est vos enfants qui sont en train de mourir, c'est vos enfants, c'est votre famille qui est sur les bombes. Voilà, moi je raconte parce qu'on pitch un documentaire sur la Russie dans un endroit où il y avait plein de monde, et là il y a des Ukrainiens qui se sont levés et qui m'ont dit mais c'est immonde ce que vous faites, comment est-ce que vous pouvez faire un film sur la société russe alors que mon père est en train de mourir et que mon frère est en train de mourir au front. Et je lui ai dit, écoutez, je ne vais pas rentrer dans le débat avec vous parce que je comprends votre émotion, mais le monde doit aussi savoir ce qui se passe en Russie. C'est pas une façon de dédiaboliser ce qui se passe. Mon travail, il est aussi de raconter ce qui se passe de l'autre côté du mur. Et donc, voilà, je pense que c'est notre rôle. Et donc, ces images, elles sont, je pense, à prendre aussi avec des pincettes. Il ne faut pas que ça devienne... ce que tu dis là, ce sont des débats aux États-Unis extrêmement violents, radicaux, qui parfois cassent des rédactions, ont provoqué des départs de rédacteurs en chef renommés. Ces sources-là d'infos sont des facteurs de changement d'histoire pour toi, ou d'attention plus soutenue? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, une partie de mon job, quand j'étais à l'AFP à Chypre, c'était justement de recueillir... Alors, il y avait différents types d'images comme ça qu'on récupérait. Il y avait d'une part ce qu'on appelait les UGC, donc User Generated Content, qui étaient des vidéos tournées par soit des citoyens journalistes, soit juste des personnes qui ne s'étaient même pas improvisées journalistes, mais qui avaient tourné des images au téléphone portable à un moment T, et qui les avait déjà diffusés sur les réseaux sociaux, ou bien qui les faisait parvenir directement aux journalistes. Donc mon job, c'était d'authentifier ces images, de faire des recherches, alors cet uniforme, il est comme ça, c'est donc telle milice, est-ce que telle milice est bien présente dans cette région, etc. Enfin, donc il fallait quand même qu'on vérifie, c'était une partie de notre travail à l'AFP Nicosie, de savoir authentifier ces user-generated content, et puis ensuite réfléchir à si oui ou non on voulait les diffuser, et comment, avec quels mots et avec quelles pincettes.
puisqu'il fallait bien expliquer, puisque l'AFP c'est censé être quand même la source primaire d'information, la référence, donc il fallait bien indiquer que ces images n'étaient pas les nôtres et qu'elles avaient été récupérées. Donc il y avait ce type-là de user-generated content. Et puis ensuite, il y avait les journalistes, finalement, dont parlait Michel. Mais en fait, moi, quand je suis arrivée, c'était déjà en 2016. Et donc, ces gens-là étaient déjà très, très bien formés, étaient devenus journalistes à part entière. C'est-à-dire qu'en Syrie, au Yémen, en Libye, on avait des gens qui n'étaient pas du tout journalistes à la base et qui, finalement, à force de travailler pour l'AFP, étaient vraiment devenus des journalistes à part entière, qui savaient faire la part des choses. Donc oui, ils étaient complètement investis, trop investis peut-être dans leur sujet. Parfois, oui, ça devait être compliqué pour eux, mais ils continuaient en tout cas de nous envoyer des vidéos dont on pouvait authentifier le fait que voilà, elles collaient tout à fait à la réalité. Donc finalement, ce sont des gens qui étaient citoyens journalistes et qui sont devenus journalistes à part entière. Certains, d'ailleurs, venus de Syrie, si je ne m'abuse, sont devenus journalistes à l'AFP à Paris ou ont été récupérés à Paris. Oui, un photographe notamment qui s'est illustré dans les manifs à Paris en faisant des photos extraordinaires, en prenant des risques complètement dingues. Et il disait « Ah là là, c'est vachement bien ici parce que la police, elle tire pas. » Non, lui, il avait peur de rien. Le gaz lacrymo, ça le faisait marrer, parce que vu qu'il s'était fait tirer dessus par l'armée de Bachar pendant des années, il était tout content que les CRS tirent pas à balles réelles. Voilà, donc ça c'est... Oui, non, pardon, vas-y. Non. Bon, voilà, on a essayé de commencer de parcourir, je dirais, pas mal d'enjeux autour du reportage de guerre. Je voudrais juste dire une chose avant de vous laisser la parole pour le flot de questions que vous avez à poser. C'est que lorsque il est dit autour de la table trouver une histoire, faire une histoire, écrire une histoire, ça n'a rien de désobligeant à l'égard du réel et de ce qu'est la violence de la guerre. Ça veut dire trouver un angle, trouver un récit qui fasse que vous allez y trouver un intérêt, qui ne soit pas simplement, je dirais, le compte-rendu clinique, sans aspérité, sans relief d'une journée de guerre, mais que ici ou là, par des larmes, des sourires, une explosion, une histoire totalement incongrue, en fait, vous perceviez un peu ce kaléidoscope d'une humanité en souffrance qui est en situation de guerre. C'est ça, une histoire. Ça n'est pas, n'est-ce pas, une sorte de mise en fiction dédaigneuse de la part des journalistes de terrain. C'est vraiment tout le contraire. Alors, voilà. Quelles sont les questions que vous voudriez poser à tous nos amis qui sont ici rassemblés? Monsieur. Il y a un micro qui arrive parce que ici, c'est d'enfer, tout est sonorisé. Allô? Oui. Oui, monsieur. C'était juste pour rebondir sur la question de l'histoire, parce que j'ai remarqué dans les médias américains que le mot story était en permanence complètement un peu... On a l'impression que là, si ça ne rentre pas dans une histoire, le fait n'est pas pris en compte, ou alors le fait est complètement transformé pour qu'il y ait toujours la fameuse story. Donc il y a quand même l'aspect sombre de l'histoire. Je comprends tout à fait ce que vous dites, de trouver l'angle pour que ça parle, mais j'ai l'impression qu'il y a la face noire de l'histoire, ou de la story, de la mise en story, où le moindre petit... J'écoute un peu en comprenant mal certaines télévisions américaines, et le mot story est en permanence, que ce soit pour le petit fait divers comme le grand truc. Et à mon avis, là, il y a un vrai problème. Ça vous choque parce que vous pensez qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fiction dans le réel, c'est ça, non? Alors, peut-être, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est de la fiction, mais c'est de ne plus pouvoir penser autrement que sous la forme d'une story. C'est quelque chose qui pourrait ne pas être sous la forme d'une story, surtout la story américaine, c'est-à-dire peut-être avec un début, milieu, fin, avec une fin qui finit bien ou qui finit mal, mais ce que je veux dire, avec un récit, la nécessité d'un récit, alors qu'il y a peut-être parfois une part de réel qui échappe au récit.
Juste, en fait, moi, ce que vous dites, ça m'intéresse et ça m'interpelle parce que je suis moitié canadienne, donc l'anglais, c'est aussi ma langue maternelle, et je m'étais déjà posé la question. Je m'étais déjà dit que c'était marrant que les Américains et les Anglais, d'ailleurs, parlent beaucoup de story. Mais finalement, lorsqu'on fait un reportage, on le raconte souvent sous forme de récit. Il faut qu'il débute quelque part, il faut qu'on raconte quelque chose et il faut qu'on arrive quelque part. Le récit ne peut pas se terminer en suspens. Simplement, ça ne veut pas dire que tout cela est romancé. C'est-à-dire que tous les articles, moi, que j'écris, j'essaie de les écrire avec une sorte de progression logique. Je ne fais pas intervenir des détails que je mets n'importe où, etc. J'essaie de construire un récit que l'on pourrait traduire par story. En revanche, tout est vrai. À aucun moment, je vais enjoliver. À aucun moment, je vais écrire une description simplement parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle colle à mon angle ou parce que je trouve que ça ferait bien de mettre ça là. À aucun moment. Et c'est justement ça le défi, c'est de pouvoir raconter un fait, de pouvoir raconter une histoire qui s'est réellement déroulée, mais de sorte à la rendre intéressante et lisible par le lecteur. C'est là d'ailleurs un peu toute la beauté du journalisme de presse écrite, à mon sens, c'est d'essayer de raconter une histoire, mais en fait une histoire qui s'est déroulée devant nos yeux. Oui. Si je puis me permettre, story en anglais, ça veut aussi dire sujet. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre traduction, c'est que nous, on dit toujours tu fais quoi comme sujet, tu fais quoi comme sujet. Donc le mot sujet, qui n'est donc pas lié à histoire, qui est vraiment un mot particulier, mais eux n'ont pas ce mot. Ce mot, c'est story pour eux. Donc c'est un mot plus générique, en fait, je dirais. C'est pour ça aussi peut-être qu'ils l'utilisent. Oui, et story, ça veut pas dire forcément qu'ils bidonnent ou qu'ils inventent pour améliorer leur histoire. Hein. Parce que c'est ça l'ambiguïté du débat, c'est de savoir si la story suppose, comme tu viens de le dire, une sorte de récit un peu fantasmé par rapport au réel, alors que le journalisme impose la rigueur. Allez-y, monsieur. Pas forcément à ce point-là, mais lié à la notion de spectaculaire, notamment dans les télévisions américaines. On a quand même l'impression que la story, il faut qu'elle soit spectaculaire. Et, on a tous vu, soit en direct, soit en différé ou sur YouTube, les fameuses courses-poursuites de la police qui peuvent durer des heures. Avec les images de reporters, je sais pas, prises par hélicoptère, par exemple. Et ça, c'est une bonne story. C'est-à-dire, j'ai l'impression quand même que dans la story, même si c'est trop, je ne connais pas le sujet pour dire que je suis forcément caricatural vis-à-vis des Américains, mais j'ai l'impression, d'après ce que je peux moi me percevoir, que dans la story, il y a quand même quelque chose de lié très fortement au spectaculaire. Et on va de plus en plus vers le spectaculaire, puisqu'il y a de plus en plus d'images, de tonnes d'images, de torrents d'images, de Niagara d'images, et qu'il faut bien que des images sortent du lot. Et le spectaculaire, évidemment, est certainement un moyen de c'est la story. Alors, je vais vous dire que, surtout, pour avoir tourné beaucoup aux États-Unis, il y a un truc, c'est que les Américains sont extraordinaires dans l'art du storytelling. C'est-à-dire que quand vous faites une interview d'un Français, vous pouvez jeter 95% de ce que vous interviewez. On ne sait pas raconter une histoire en France. C'est dans notre langue, dans notre façon, il y a un détour. Les Américains, même un enfant de 3 ans que vous interviewez, vous raconte une histoire, c'est incroyable. C'est-à-dire que je pense que leur langue, leur façon de penser est tournée autour de ça. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, on travaille à l'agence beaucoup pour Netflix, par exemple. C'est un enfer quand on interviewe des flics français, par exemple. C'est un cauchemar. Parce que face à vous, vous avez des flics américains. Tout de suite, vous avez l'impression d'être dans une série américaine. Même si c'est naturel. Mais eux, ils ont une façon de raconter. Vous êtes happés. Parce qu'ils ont été nourris à ça. Ils sont nourris, mais je pense franchement qu'il y a une structure de la langue. Des linguistes qui peuvent le dire, mais c'est une langue de concept. Dans l'efficacité. Enfin, nous, c'est une langue de concept, et eux, plus dans l'efficacité. Ils créent des mots. Et donc, le fait qu'on essaye de copier ça, est assez problématique parce que ça nous fait parfois enlever des intervenants dans les documentaires qui sont plus pertinents mais qui parlent trop mal. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Vous avez raison. Et on le fait pourquoi ? Parce que je vous jure que si on ne faisait pas, vous iriez jamais au bout de la phrase du mec. Vous éteindriez la télé tout de suite.
Et je vous jure, souvent quand les gens nous disent vous montez les interviews, mais je leur dis mais alors là, venez en salle de montage, vous allez vous endormir au bout de 30 secondes. On le monte pour essayer de rendre le propos intelligible. Et parce que souvent, en fait, les gens ne savent pas raconter d'histoire. Et en fait, finalement, quand on disait Homère, Thucydide, mais oui, c'est l'art du récit quand même. Et donc, c'est pas forcément négatif. C'est ça ce que je veux dire. Même si je suis d'accord avec vous, c'est vrai que parfois on dit on est obligé d'enlever cette personne parce que il est trop mauvais. Alors que ce qu'il dit sur le fond est intéressant. Le nombre de chercheurs du CNRS que j'ai trappés, je peux pas vous dire. Alors que c'était passionnant. Tu es un serial killer. Mais non, mais j'ai adoré faire ces interviews. C'était des puits de science. Vous ressortez là, j'avais l'impression de retourner à Sciences Po. C'était fabuleux. Mais ça n'est pas montable. Ils se perdent, c'est alambiqué, c'est compliqué. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Phrases. Voilà, et c'est très compliqué. Et en fait, on doit toujours arbitrer entre ça et ça. Et c'est un arbitrage compliqué. Un autre mot qu'on peut avancer dans dans la question que vous posez, c'est celle du style. Le fait d'avoir un style est quelque chose qu'on peut penser d'extrêmement important. Et cette perte du style, cette perte de la langue, d'une beauté de la langue, les papiers de Margot sont sublimes parce qu'ils sont extrêmement bien écrits. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de papiers dans la presse où il n'y a plus d'intention. Mais tous, vous êtes remarquables en ce sens. Tout est vrai, mais avec du style. Mais avec du style. Il manque tellement de style. Vous savez, le style, c'est un peu... je reviens vers vous, monsieur. Attendez, juste une seconde. C'est un peu comme un bon professeur qui vous raconte l'histoire de France ou même les mathématiques de façon captivante. Être passionnant, c'est pas un péché, c'est une grande vertu. Et c'est ce qu'on demande aussi aux journalistes. Et ça ne se fait pas au mépris de la vérité. C'est au contraire ce qui vous permet d'en prendre conscience davantage. Pardon ? Il y a Hemingway, oui, écrivain et journaliste. Bien sûr, mais très clair. Et puis il y a un écrivain français emblématique du XXe siècle qui s'appelle Proust, qui a un style extraordinaire. Oui. Mais effectivement, là, le média ou les médias ne pourraient pas l'accepter. Mais lisez Albert Londres, vous verrez, c'est pas mal. Je vous le recommande. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, oui. Oui. Oui, question beaucoup plus concrète. Un reporter de guerre, je pense que ça coûte cher. C'est parfois, ça prend des risques, donc c'est aussi peut-être dangereux pour une rédaction. En temps de crise des médias, est-ce que vous avez le sentiment qu'on accorde toujours autant de place et d'importance à votre travail ? Alors, c'est un gros problème. Y a plein de choses à répondre à ça. Par exemple, le fait que c'est beaucoup plus courant pour une télévision, par exemple, déjà de faire suivre, en tout cas en France, où on n'a pas encore cette mentalité américaine de la sécurité en reportage, etc. Mais en tout cas, la plupart des journalistes télé que je connais ont suivi des formations de reportage en zone hostile. Ils sont très bien équipés. On leur donne des kits, des sortes de kits médicaux avec des garrots, enfin tourniquets, des bandages israéliens, etc., etc. Et puis on leur donne, enfin ils sont couverts par des assurances, etc., etc. C'est plus facile pour la télé parce qu'il y a plus d'argent dans la télé. La presse écrite, je veux dire au Figaro, à Libé, au Monde, enfin, je ne sais pas comment fait le Monde d'ailleurs, mais il y a moins d'argent pour tout ça, il y a moins cette culture également. Et donc, c'est vrai que moi, même en tant que journaliste indépendante, surtout en tant que journaliste indépendante, j'avais un peu la vision transversale sur comment faisaient tous les médias. Je voyais que quand je partais en reportage pour France 24, il fallait que ma mission soit validée ou invalidée par le chef sûreté de France 24, qui lui-même donc est un staff, donc un membre du personnel payé, qui lui-même a des employés payés, qui dispense à travers une organisation
qui ne fait pas partie de France Média Monde, mais qui est affiliée à France Média Monde et qui elle-même est rémunérée des stages de reportage en zone hostile, etc. J'avais du matos, enfin voilà, donc c'était beaucoup plus lourd, beaucoup plus organisé. En revanche, quand je partais sur le terrain pour le Figaro, ils ne savaient même pas où j'allais. Donc c'était vraiment, c'est une question de culture et c'est une question de moyens. Michel, comment ça se passe à l'agence? Nous, on a la chance à l'AFP pour l'instant, en tout cas, de pouvoir mettre les moyens. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié à l'agence, c'est-à-dire que on met l'argent. On sait que, par exemple, la guerre en Ukraine, où on a en permanence une bonne vingtaine d'envoyés spéciaux, si on calcule, si on compte télé, photo et presse écrite, ça coûte très cher, ça coûte plusieurs millions. Mais pour l'instant, en tout cas, je sais que l'agence n'a jamais renoncé à une couverture parce qu'elle était trop chère. Ouais. On a aussi un début d'officier de sécurité, mais pas avec nous. La rédaction en chef est chargée de ça. Mais on a aussi... moi, par exemple, j'ai couvert toutes les guerres Yougoslavie en voiture blindée. Ça coûte très très cher d'avoir des voitures blindées. On en avait, si je me souviens bien, on en avait 4. On a les satellites qu'il faut. On a aussi cette conscience, on est un quasi-service public, nous, à l'agence. On a conscience que si on n'y va pas, en gros, personne d'autre n'ira. En fait, c'est une question qu'on ne se pose même pas, quoi. Là, quand la guerre en Ukraine, en fait, quelles que soient les guerres, quand elles commencent, il est évident qu'on va y aller. À part si, comme en Syrie, on risque l'enlèvement, alors là, on prend la décision de ne plus y aller. Ouais. Et nous, là où c'est différent, c'est, je dirais que il y a une grande émission sur TF1, par exemple, qui a arrêté d'envoyer des journalistes, qui est produit en boîte de prod, qui s'appelle 7 à 8, qui a arrêté d'envoyer des gens en Ukraine parce que ça coûte trop cher. Ils ont arrêté, en tout cas, pendant un moment, maintenant, avec les assurances qui deviennent folles. Et ils vont recommencer, mais à la nouvelle, ils avaient arrêté. Moi, l'énorme problème que j'ai, c'est sur l'investigation. C'est que ça prend énormément de temps et d'argent et que, pour le coup, c'est compliqué de trouver des gens qui vous rémunèrent pour ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis devenue productrice, c'est pour essayer de trouver plus d'argent. Juste dire que, par exemple, France Télévisions, tu parlais de la Yougoslavie. Au début, il n'y avait pas d'engin blindé pour la télé et qu'il a fallu en acheter sur place. Ça a été une histoire énorme dans France Télé. Tu le disais justement, on a commencé à former les gens parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y avait eu des prises d'otages. Vous vous souvenez des journalistes de France Télé qui faisaient le générique du journal télévisé au Liban. Et donc, trop de morts, trop de prises d'otages. Parfois, oui, nous ont dissuadés, je parle de cette maison que j'ai un peu connue, d'être sur le terrain. Mais bon, ça aussi, c'est un service public qui n'a pas la même fonction aussi essentielle que la tienne, mais qui néanmoins doit être présent. Donc, l'effort est là, mais il est très coûteux et souvent, il est basé sur des drames humains. D'autres questions ? Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question. J'étais curieux de connaître... oui, ici. Salut. J'étais curieux de connaître votre parcours. Comment vous avez réussi à devenir reporter de guerre? Parce que j'imagine que beaucoup de personnes rêvent de faire ça. Beaucoup essayent et peu réussissent. Donc voilà, je voulais connaître les étapes clés qui vous ont permis de devenir reporter de guerre. Vous avez raison. Il faut qu'on sorte les dossiers. Alors, Alexandra ? Bah, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, donc je suis pas le... C'est nul. C'est nul. Ah. D'ailleurs, tu te souviens, quand j'ai reçu le prix Albert Londres, je l'ai dédié à la dame qui m'a dit que je serais jamais journaliste. Exactement. C'est vrai. Parce que j'avais pas fait d'école de journalisme. Donc voilà, j'ai fait du droit et Sciences Po Paris. Et ensuite, j'ai eu la chance de rentrer chez Capa, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et après, je suis partie ailleurs, et puis là, je suis revenue. Mais c'était vraiment... c'était pas évident au début, parce que quand on n'a pas fait d'école de journalisme, toutes les brillantes rédactions de l'AFP, France Télé... Je n'en ai pas fait non plus. Oui, mais est-ce qu'on est de la même génération ? Merci. Quelle violence. Non, mais on n'est pas loin, mais je dirais qu'il y a quand même un changement, t'es d'accord ? Oui, je te remercie. Vas-y, enfonce-toi.
Et toi, Margot? Vas-y. Pardon, je disais juste que du coup, heureusement, il y avait les boîtes de production. Voilà. Et que les sociétés de production donnent. Pas regardant. Et alors, je dis ça, et franchement, on est en train de sélectionner les candidats pour l'année prochaine, et on ne prend que des gens d'école de journalisme. Et voilà. Alors, je milite contre. Margot? Malheureusement, c'est vrai. Mais moi, j'ai un parcours aussi qui est un peu en dents de scie. En fait, j'ai commencé par étudier les relations internationales et l'italien parce que je voulais me spécialiser dans la corruption, dans la criminalité organisée et accessoirement, enfin bref, et aussi dans l'analyse des conflits. C'est compliqué. Et donc, j'ai fait ça jusqu'au master. J'ai vécu en Italie et tout. J'étais vraiment persuadée que j'allais faire ça de ma vie. Et puis, la vie a fait que finalement, après ce master-là, je suis partie au Soudan parce que j'avais fait mon mémoire de master, mémoire de master sur le Soudan et le Soudan du Sud. Donc, je suis partie m'installer au Soudan en tant que journaliste indépendante. Mais encore une fois, comme je n'avais pas fait d'école de journalisme, je savais ni le filmer, ni faire de la radio. Je suis nulle en technique, donc je me faisais absolument pas confiance pour m'acheter une caméra, apprendre à filmer toute seule. Donc, je n'avais que la presse écrite pour moi et zéro contact à Paris par ailleurs. Donc, j'ai fait ça. C'était une expérience géniale qui m'a vraiment confortée dans l'idée que je voulais être journaliste. En revanche, je suis repartie en France pour faire une école de journalisme parce que je voulais un carnet d'adresses, un minimum, et savoir filmer. Parce que j'avais toujours rêvé savoir filmer. C'était depuis toute petite. Je voulais faire des documentaires animaliers, donc c'était ma fixette. Et je voulais apprendre à faire de la radio. C'est pas très compatible avec la lutte contre la corruption, le documentaire animalier. Un peu dévié, je peux me permettre. La corruption chez les animaliers. Tu es un tout petit peu compliqué. Oui, voilà. Et là, je suis partie en Turquie. Et voilà, et puis c'est en école de journalisme finalement que je suis rentrée à l'AFP. J'ai commencé en tant que petite apprentie, puis j'ai enchaîné les CDD, puis je les ai quittés pour partir en Centrafrique en tant qu'indépendante, mais finalement j'ai jamais arrêté de bosser pour eux vu qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Donc en fait j'ai continué de travailler pour eux, et puis ensuite ils m'ont embauché en CDI, etc. Donc j'ai continué là. Je les ai requittés quelques temps plus tard pour redevenir journaliste indépendante en Afghanistan, et pour la première fois de ma vie j'ai commencé à bosser vraiment pour des médias français, alors qu'avant j'étais surtout pour des médias anglophones ou pour l'AFP. Et voilà, et tout est parti de là, et puis finalement là j'ai été embauchée au Figaro il y a juste un peu plus d'1 an, mais c'est tout frais. Voilà. Oh, génial. Michel? Alors, moi, au contraire, j'ai un parcours incroyablement classique. Donc, j'ai fait Sciences Po et ensuite une école de journalisme. C'est vraiment nul aussi. Je suis rentré à l'agence et j'étais au bureau de Lyon. Donc, nous, à l'AFP, on commence toujours par un bureau de province qui est très formateur. Et là, un jour, au bureau de Lyon, je m'aperçois que le poste de directeur adjoint du bureau de Beyrouth est libre. Et moi, j'avais lu dans Libération, dans Le Monde, la bataille de Beyrouth, l'invasion israélienne, donc je rêvais d'y aller. J'étais absolument sûr qu'on n'allait pas du tout prendre ma candidature en considération, parce que j'étais quand même très débutant dans la maison. Donc j'appelle Paris, je tombe sur un red-chef à peine aimable. Oui, c'est ça mon garçon, on vous rappellera. Je me dis bon, ça va pas marcher. Et le gars me rappelle, genre 3 semaines plus tard, alors là, avec un ton beaucoup plus enjoué. Bon, tu veux toujours aller à Beyrouth? Il trouve que j'étais le seul candidat. parce que le gars que j'ai remplacé avait vécu des expériences absolument terribles, qu'il avait racontées à toute la maison, à part à moi, qui n'était pas au courant. Vu que tu étais à Lyon. Donc vous venez à Paris, vous signez là. Donc je suis devenu reporter de guerre, entre guillemets, parce que la guerre était au Liban. Mais je me souviens très bien rencontrer, après avoir signé ce garçon là qui s'appelle Philippe Vallat, qui vient de partir à la retraite, et de dire à ma femme, oula, je suis pas sûr que j'ai eu une bonne idée, parce que camarade là, il dormait et puis il trouvait que c'était un peu bruyant, donc il a pris son matelas, il l'a tiré dans le couloir, et 15 minutes plus tard, un obus est tombé dans sa chambre. Et là, il a demandé à rentrer à Paris. Mais bon, j'y suis allé quand même, et en fait j'ai eu énormément de chance, parce que j'ai eu 6 mois de guerre, certes, mais c'était la fin, et surtout la guerre s'est terminée. J'ai passé 4 ans formidables à Beyrouth, où ce que j'ai appris en fait auprès du chauffeur du bureau de Beyrouth, qui est mon ami et l'homme le plus important de ma carrière, je pense, m'a beaucoup servi à Sarajevo. Donc étant à Beyrouth, j'ai demandé à partir à Sarajevo, où on m'a dit « Oh là là, mais non, mais tu es Moyen-Orient, toi, pas question, pas question ». Et arrive le mois d'août où tout le monde est en vacances, et là il me rappelle, et me disant « Tu veux toujours aller à Sarajevo ?» T'es toujours par défaut. Voilà, exactement. Il faut toujours bosser pendant les vacances. Oui. D'autres questions? Oui, madame.
part, mais vous avez l'air tous d'être... Pardon, merci. Vous avez l'air tous de suivre cette voie et de ne pas la lâcher. Il y a une addiction à ce climat, à cette... Alors ouais, l'addiction... À raconter cette vérité. Ouais, l'addiction, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention, effectivement. Moi, je me souviens très bien, pendant le siège de Sarajevo, j'étais pas loin, en fait, de basculer dans le fait de... En fait, tu deviens tellement accro à l'adrénaline, à l'intensité de ce que tu vis, que la vie quotidienne, après, te paraît terne. Moi, je me souviens de me retrouver au supermarché, entre 2 séjours à Sarajevo, en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que quand même, à Srebrenica, vous savez, il se passe ça. Puis j'écoutais la BBC toute la journée. Et mon ex-femme, qui est mon ex-femme sans doute pour cette raison, m'a dit, en fait, le plus terrible quand tu es là, parce que tu n'es même pas là. Tu n'es pas présent. Et c'est là que j'ai décidé de postuler pour le bureau de New York, où je pensais que j'allais avoir une vie assez, tu as vu arriver les Twin Towers. Tranquille, et j'ai été rattrapé par Ben Laden. Yes. Margot? Moi, je me suis toujours attachée à ne pas faire que ça, justement. Déjà, en fait, j'ai commencé à couvrir des conflits tout simplement parce que intellectuellement, ça m'intéressait, que depuis que j'avais 17 ans et demi, j'étudiais ça à la fac, que j'en ai fait un master en analyse des conflits et tout. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc c'est pour ça que j'ai commencé aussi à courir des conflits, mais pas forcément en courant entre les bombes. Mon premier terrain, entre guillemets, c'était le Soudan. Donc c'était pas le conflit tous les jours, c'était plutôt une dictature avec un conflit qui se déroulait au Darfour, dans le Kordofan et ailleurs, mais au jour le jour, je la vivais pas tout le temps, la guerre. Mais bref, moi, c'est quelque chose qui intellectuellement m'intéressait. Mais ensuite, je n'ai pas non plus fait que ça. C'est-à-dire que j'ai couvert plein d'autres pays super sympas, les Comores, l'Albanie, la Serbie, plein de pays, même la France, l'Italie. Plein de pays sympas, le Malawi. Donc j'ai fait des reportages aussi. J'adore les sujets de société aussi. Je pense que si je n'étais pas devenue reporter entre guillemets de guerre, même si je pense que je ne le suis pas, même si je ne passais pas autant de temps à couvrir des guerres, je pense sincèrement que je me serais davantage attachée à couvrir des sujets de société. Et d'ailleurs, quand je couvre des conflits, souvent j'essaye de trouver des thèmes aussi qui n'ont pas trop directement, je le fais aussi évidemment, mais j'essaye aussi de chercher d'autres angles, comme on en parlait. Là en Ukraine par exemple, j'ai fait les violences intrafamiliales, j'ai les conséquences écologiques du conflit, etc. Enfin plein de choses qui n'ont pas très directement à la guerre et au front, mais pour raconter autrement. C'est quelque chose que j'aime bien. Non, moi ce qui m'intéresse c'est la géopolitique et l'enquête. Je suis pas reporter de guerre comme eux. Il se trouve que je vais sur des terrains de conflit et que je raconte ces conflits, mais je les raconte parce qu'ils racontent autre chose sur le monde et selon moi, et sur la géopolitique et la tectonique des plaques, j'ai envie de dire. Mais c'est pas la guerre à proprement parler qui m'intéresse. En revanche, clairement, avoir de la boue sur les chaussures, comme on dit, et voyager et découvrir le monde. Et je considère qu'on fait le plus beau métier du monde, juste déjà parce que notre métier, c'est d'aller rencontrer des gens et raconter leurs histoires, guerre ou pas guerre, en fait. Et de les aimer. Ouais. Et donc, c'est notre cas pour vous. Un énorme merci d'être venu. Je voudrais juste remercier... Je les ai notés, Stéphane, Laurent et Romain, là, qui sont là-haut, et l'ami qui réalise et qui commute les caméras. Énorme merci. Je redis à Sophie Gillery et à Mireille Maurice de l'INA pour le temps des archives que c'est le pied de travailler avec elles. Et de même pour les gens du MUSEM, Clémence Levasseur, Elisabeth Sestor, des vieilles complices pour ce petit moment d'échange avec vous. Je voudrais vous quitter sur juste une petite lecture d'un monsieur qui s'appelait Eugène Dubief, et je vous dirai après à quelle époque il a écrit tout ça. Il écrit ceci: un épervier indicible, ça veut dire un filet de pêche. Peut-être que vous connaissez ça ici à Marseille comme expression. Moi, je ne le savais pas. Un épervier indicible de conduits électriques enserrera bientôt le globe. Par eux, de partout, les nouvelles afflueront au cabinet du journaliste, comme par autant de filets nerveux.
et d'autres filets nerveux les transmettront au même instant chez tous les abonnés, ou les emmagasineront dans leur phonographe. Et puis, qui sait, nos neveux ayant trouvé enfin l'art de voir à distance l'image, les gestes, le jeu des acteurs, des orateurs, des personnages célèbres suivront la même voie qui aura transmis leurs actes ou leurs paroles. Et moyennant l'abonnement le plus minime, le citoyen du XXe siècle pourra évoquer devant lui à volonté un diorama vivant de l'univers et être sans cesse en communion avec tout le genre humain. Aucun propriétaire de notre temps ne sait aussi bien ce qui se passe dans cette ère. Alors, ce sera si beau, le journalisme se sera si bien perfectionné qu'il n'y aura plus de journalisme. Bonsoir. C'était en 1898. Il s'appelle Eugène Dubief et c'est quelqu'un de formidable. Vous pouvez vous procurer ce livre auprès de la BNF, s'appelle Le journalisme, par Eugène Dubief, 1898. C'est dingue. Vous y apprendrez des choses extraordinaires, non pas sur le futur que nous connaissons, mais on a vu, prévu, mais sur le passé. Qu'est-ce que le journalisme? D'où cela vient-il? Et pourquoi ça s'appelle d'ailleurs journalisme? Eh bien, juste ce dernier élément avant de partir, ça vient des acta diurna de nos amis les Romains qui écrivaient sur les murs ce qui venait de se passer dans la journée, les actes du jour, le journalisme. Bonsoir.